et à tous. Bienvenue aujourd'hui pour ce printemps de la prospective qui, exceptionnellement, cette année commence en été, 22 juin. Donc, on est effectivement dans redéfinition de la donne. Et donc, aujourd'hui, effectivement, on s'interroge sur le fait qu'il y ait plus de futur. Le futur est en panne. Et effectivement, quand j'ai reçu encore cet email il y a quelques jours, plus de 3 jours pour vous inscrire, plus de futur, je me suis dit, ça y est, dans 3 jours, il n'y a plus de futur. Et après, je tourne la page, comment reconstruire ensemble des futurs positifs. Et là, je me suis dit, il y a de l'espoir. Et effectivement, quand on voit le programme, il y a effectivement de quoi se réinterroger. En fait, c'est à nous aujourd'hui qu'incombe la tâche de réinventer ce que pourrait être, ce que va être le futur. Donc voilà, au programme, eh bien, je vais donc laisser bien sûr Jean-Éric s'exprimer, mais on va avoir un questionnement sur pourquoi finalement on est dans ce questionnement du futur, pourquoi aujourd'hui on a ce sentiment que le futur est en panne, et puis on va voir effectivement différentes approches de solutions. Comment aujourd'hui on pourrait réinventer le futur par une dynamique créative, culturelle, imaginative, politique, comment on peut ancrer la prospective dans les territoires avec de nouvelles dynamiques, comment stimuler l'imaginaire, éclaircir l'avenir, et bien avec cette table ronde, on va voir un petit peu comment il s'en sort. Alors peut-être Jean-Éric, un mot d'ouverture, je te laisse la parole pour donner du sens à notre opération Printemps de la prospective 2022. Oui, donc Jean-Éric Aubert, président de la Société française de prospective. Je vous remercie tous d'être là. Il y aura environ une cinquantaine de personnes en présentiel et une trentaine qui sont inscrits à distance. Donc, bienvenue. Je pense qu'effectivement, je suis désolé de ne pas être avec vous, mais j'ai découvert hier matin que j'étais atteint du Covid, et plutôt que d'être un super contaminateur, j'ai pensé qu'il était plus responsable de rester chez moi à distance, tout en regrettant profondément de ne pas participer à toute la dynamique créative que vous allez avoir pendant la journée. Je vous confie, si je puis dire, entre les mains de Olivier Réau, qui va constituer un peu un animateur au fil de la journée. Moi-même, je serai présent à distance aussi, en suivant et en intervenant en tant que de besoin. Et il y aura également Denis Lacroix, qui est membre du conseil d'administration de la Société française de prospective, qui va également nous appuyer en tant que de besoin. Le sujet, comme on l'a dit, est celui, on joue sur un mot, hein, plus de futur ou plus de futur. C'est la première question à laquelle nous allons essayer de répondre dans la première session. Et ensuite, il y aura plutôt 3 sessions qui suivront et qui seront, je dirais, porteront sur des démarches concrètes qui permettent soit de sortir de la panne de futur, soit au contraire d'entrer de manière efficace dans la passe vers de nouveaux futurs si on prend les choses de manière plus ouverte et positive. Et effectivement, comme l'a rappelé Olivier, la première, c'est au fond de regarder la façon dont aujourd'hui de nouveaux mouvements socioculturels sont en train de se former pour porter un nouveau futur, notamment dans le domaine écologique. La deuxième, c'est de regarder ce qui se passe au niveau des territoires, et c'est toute la problématique de la prospective territoriale. Et la troisième, c'est la stimulation des imaginaires. Pour chacun de pour chacune de ces sessions, nous avons des orateurs de grande qualité que je voudrais remercier d'être présents avec nous, et nous avons également des animateurs de grande qualité. Vous avez un programme qui vous a été diffusé par le site internet. En principe, c'est complètement, comme on dit, paperless, donc il n'y a pas de programme imprimé. Je voudrais simplement ajouter que, entre 13h et 14h, au moment du déjeuner, il y aura une présentation qui n'est pas indiquée dans le programme, de Monsieur Julien Dossier sur la fresque de la Renaissance, qui est une manière de stimuler notre imaginaire, et qui fera l'objet d'une présentation pendant une quinzaine de minutes. Voilà, je voudrais que nous embrayions immédiatement sans tarder sur la première session, qui va en fait être constituée de
de 4 interventions, d'un débat entre les panélistes et également d'une interaction avec l'auditoire. Il y aura une première intervention de Jacques Tess qui va poser la question: est-ce qu'on est en panne de futur? Une deuxième intervention ensuite de Antoine Benoît, qui est prospectiviste au Sénat et qui va s'interroger sur la possibilité de prévoir l'avenir aujourd'hui. Ensuite, Alice Canabat, qui sera avec nous à distance, comme moi, s'interrogera sur la possibilité d'un récit au-delà de l'effondrement ou du solutionnisme technologique. Et finalement, pour conclure, la question se posera de savoir si, au fond, pour passer de l'anticipation à la transformation des sociétés, finalement, il faut absolument essayer de développer une intelligence collective. Et ça, ce sera l'objet d'intervention de Marie-Hélène Cailleul, qui est présidente du laboratoire européen d'anticipation politique. Voilà, je m'arrête là. Je serai très strict sur 20 minutes chacun. Je me permettrai de vous couper, mais c'est absolument indispensable pour que nous puissions avoir... Merci beaucoup. Voilà. Jacques, la parole est à toi. Jacques est vice-président de la Société française de prospective et il a une très grande expérience de la prospective, notamment dans les domaines de l'environnement, la transition écologique et solidaire depuis de nombreuses décennies. À toi, Jacques. Oui, bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je parle pas très fort, hein. Donc je suis désolé. Alors merci de me donner la parole. Alors ma situation est un peu particulière parce que je suis en même temps l'un des organisateurs de ce colloque et en même temps je suis intervenant. Et ce que je dois dire, ce que je dois préciser au préalable, c'est que même si naturellement je partage les prémices du colloque et les enjeux du colloque, je vais intervenir à titre personnel pour pas gêner certaines autres personnes. Donc je vais pas être le porte-parole de la SFDP. Parce qu'en fait, sur le sujet que je vais aborder maintenant, parce que moi je vais aborder un peu la partie un peu pas négative, mais un peu plus sombre de notre débat, qui est la panne du futur. Est-ce qu'il y a une panne du futur ou pas? Sur cette panne du futur, il y a eu des débats assez importants au sein de l'association. Tout le monde n'est pas d'accord. Et en fait, il faut bien considérer ça comme une hypothèse et pas comme quelque chose de définitif, comme une affirmation définitive. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, comment c'est un peu paradoxal de parler aujourd'hui de panne du futur, parce qu'il n'y a jamais eu autant de travaux de prospective à 2030, à 2050, un peu sur tous les sujets, sur la géopolitique, le climat, les terres rares. J'ai vu récemment, par exemple, un travail sur les plastiques en 2060. Il y a beaucoup de choses en 2050, 2030. Et aussi, il y a aussi beaucoup d'initiatives, en particulier locales, pour imaginer les modes de vie, les villes, l'alimentation, le travail de demain. Donc, comment parler de panne du futur alors qu'il y a plein de perspectives qui se font? Alors, en fait, c'est ce paradoxe-là qui va être au centre de mon intervention. Alors, il y a effectivement cette hypothèse de panne du futur qui fait débat, mais il y a aussi une ambiguïté sur ce qu'on met derrière le mot futur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a trois conceptions très différentes du futur qu'il faut avoir en tête. Il y a d'abord le futur, c'est d'abord une façon de diviser le temps, ce qui va arriver demain par opposition au présent ou au passé. Donc ça, c'est une première conception classique, ce qui va arriver demain. Deuxième chose, c'est aussi l'expression d'une volonté ou d'un désir. En fait, ce qu'on voudrait qu'il se passe en relation ou pas avec une vision de ce qui est souhaitable ou redouté. Donc, deuxième chose, expression d'une volonté. Et enfin, troisième chose, c'est ce qu'on appelle l'horizon d'attente. L'horizon d'attente, c'est la façon dont on peut se représenter le futur en général, même si on n'a pas un projet direct, même si on n'est pas concerné directement. Donc, on peut se représenter à un niveau collectif, ce qu'on s'attend à voir arriver dans l'avenir, un avenir en deux mots. Un avenir en deux mots. Oui. Alors, il y a un problème de micro? Non? Un avenir en deux mots, A, plus loin, venir. A-venir. Alors, puisque j'ai pas le temps, alors naturellement, dans les trois cas, l'horizon qu'on adopte, c'est naturellement important. Alors, ce que je dois vous dire, c'est que j'ai choisi d'aborder ce sujet de la panne du futur avec l'horizon qui me semble plus adapté pour aborder cette question, qui est un peu un horizon à long terme, un horizon, disons, à l'horizon du mi-siècle ou même de l'ensemble du siècle. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est la façon la plus intéressante d'aborder cette panne du futur. Il faut avoir ça en tête, c'est très important. J'aborde cette panne du futur non pas à 10 ans,
mais plutôt à 2050 ou à 2100. Alors donc, je vais aborder donc cette panne à travers les trois angles d'attaque du futur que je viens d'évoquer, les trois possibilités, les trois définitions du mot futur. Et donc, premier angle d'attaque, c'est donc le futur comme ce qui va se passer demain, qu'on puisse ou pas le prévoir. Donc, le futur, qui va se passer demain. Alors, on peut dire que sous cet angle, il n'y a pas, on pourrait dire qu'il n'y a pas de panne, il n'y a pas de panne ni de la prospective. J'ai déjà évoqué l'abondance des travaux qui se font à 2050. Il n'y a pas de panne non plus de l'histoire, des événements, des innovations qui vont au contraire s'accélérer, entraînant naturellement de nouveaux risques, mais aussi beaucoup de nouvelles opportunités, de nouveaux gains, de nouveaux progrès. Alors en fait, on est dans une période de grande transformation, ce qu'on appelle aussi de grande transition, dans lequel les choses bougent très vite, avec de fortes évolutions, des ruptures possibles dans tous les sens, aussi bien positives ou négatives. Donc ça, c'est pour la partie ce qui va se passer demain. On peut avoir donc l'impression d'une ouverture sur le futur, une certaine ouverture. On peut avoir l'impression que tout demain est possible, tout demain est ouvert. Et en fait, cette impression, il faut la nuancer par deux constats. Premier constat, c'est d'abord le fait que la multiplication des perspectives sur des thèmes précis n'évite pas une impression dominante, qui est une impression en fait... Pardon. Juste lever un peu le micro. Hein? Juste lève un peu le micro. Oui. Voilà, pour pas qu'il y ait de Qui est une impression en fait de grand brouillard sur le futur lointain. Donc il y a beaucoup de perspectives, mais en fait c'est le brouillard. Comme le dit en fait quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Robert Musil dans L'homme sans qualité, tout l'ordre que nous gagnons dans les détails, nous le perdons dans la compréhension de l'ensemble. La succession en fait depuis 2007 et même avant de crises, la plupart du temps non prévues, renforce en fait le sentiment d'une incertitude à long terme qui est radicale. Les prospectivistes, d'ailleurs, ont inventé un mot pour dire ça, en disant qu'on est entré dans le monde VUCA, volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté. Et quelqu'un qui a été la première présidente de la SFDP, qui s'appelle Fabienne Boubezumant, a caractérisé cette grande transformation, cette grande transition à venir dans lequel nous sommes, par l'image d'un saut dans l'inconnu au-dessus d'un ravin. Donc le futur avance très vite, mais il va être éventuellement chaotique et il nous est pas et sa direction n'est pas clairement donnée. Alors donc première chose, un grand brouillard malgré tout. Et deuxième chose, c'est que tout est possible, tout est ouvert pour l'avenir. C'est par ailleurs infirmé par le constat que l'avenir est aussi pour une grande part hypothéqué d'abord par les inerties démographiques, culturelles, géopolitiques, des inerties dans les infrastructures, qu'on pense par exemple aux grandes mégalopoles géantes du sud et du nord, mais hypothéquée aussi par l'écrasante évidence d'une confrontation qui est inévitable avec les limites planétaires et avec les bouleversements dus au changement global, en particulier climatique. Quels que soient les progrès technologiques ou politiques futurs, on sait déjà qu'on n'évitera pas une augmentation d'au moins 2 degrés des températures en 2100, avec des risques d'évolution beaucoup plus catastrophiques et éventuellement des risques d'effondrement locaux. Et ce qui est important, c'est qu'après 2050, on est incapable d'évaluer ce qui va se passer, les conséquences de tout ça. Alors ce futur, il va être aussi durablement occupé, certains disent colonisé par les nouvelles technologies numériques ou du vivant, qui avec le climat vont constituer le second déterminant majeur de ce que sera le XXIe siècle. On sait que la prospective est depuis toujours très divisée sur cette question des technologies, comme l'a bien expliqué Bernard Caz en 86, qui a écrit une très belle histoire du futur. Mais en fait, ce qu'on voit très bien sur ces technologies, c'est qu'on n'est plus à l'époque de Jules Verne, ni même de l'enthousiasme de la fin des années 90 de Kurzweil sur la singularité ou sur le transhumanisme. Et ce qu'on voit aussi, c'est que plus les ouvrages de prospective portent sur une période lointaine, comme par exemple Superintelligence de Bostrom ou la vie 3.0 de Tegmark, qui sont les grands livres de prospective après 2070, etc. Plus on traite du long terme, plus les questions fondamentales et inquiétantes sont posées sur la coexistence pacifique future entre les hommes et les machines. Bref, pour résumer cette partie sur ce qui va se passer demain, on est loin du long fleuve tranquille de la seconde partie du XXe siècle. L'image qui vient à l'esprit, c'est plutôt celle d'un torrent certes plein d'énergie, plein d'innovation, qui dévale la montagne à toute vitesse, allant de cataracte en cataracte, et la succession des crises, avant de devoir se heurter à d'énormes rochers, des tourbillons chaotiques et d'énormes zones de sécheresse,
un fleuve en plus qui ne sait pas très bien où va se situer son embouchure, puisqu'en fait, on ne sait pas très bien où on repart. Alors ça, ce n'est pas la peine totale. Ce qui est important, c'est qu'on est sorti du présentisme. On ne peut plus ignorer le futur, ça c'est une chose claire. Mais c'est pas la peine totale, mais s'il y a de grands risques de panne et la nécessité pour le futur de négocier de plus en plus avec l'avenir en 2 mots. Donc ça, c'est du côté du futur de demain. Je passe maintenant à du futur comme volonté, du futur comme des visions d'avenir qui doivent être mises en place par le pouvoir politique ou par le pouvoir économique. Alors sur cet aspect du futur comme volonté, le jugement à faire, le jugement sur la panne est plus difficile à faire. On sait qu'on accuse très souvent les responsables politiques ou les responsables de certaines entreprises de ne pas avoir de vision. Et on dit aussi que nos sociétés sont constamment dans le court terme, etc., qui sont incapables d'avoir une vision à long terme. Alors c'est vrai, c'est souvent justifié, mais il y a quand même beaucoup d'exceptions. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, on vit dans un monde entouré, peuplé de visions et de programmes qui sont supposés volontaristes, depuis l'agenda 2030 des Nations Unies avec les ODD, le Green Deal européen, la double circulation et les routes de la soie de la Chine, la neutralité carbone en 2050, mais aussi le monde 2.0 ou 4.0, c'est aussi une vision, mais aussi la migration vers Mars d'Elon Musk, mais aussi le métavers de Facebook. Donc en fait, on voit qu'on est quand même avec des visions. On voit aussi qu'en plus de ces visions, s'ajoute à cela de très forts désirs de changement, des basculements dans les valeurs, des mouvements allant vers l'émancipation culturelle, notamment chez les jeunes, qui nourrissent de nombreuses initiatives de la société civile à toutes les échelles, chacun essayant d'inventer à la base, à sa mesure, des futurs alternatifs et donc des visions de transition à sa mesure. Alors ça, c'est donc le côté un peu positif de cette volonté, de ce volontarisme, de cette volonté de changement. Mais malgré tout, subsiste de manière majoritaire le sentiment général d'une forte dépossession par rapport au futur. Le passage dans les années 90 à la postmodernité s'est accompagné d'une perte de légitimité des grands récits, le progrès infini, le socialisme réalisé, qui n'ont pas été complètement remplacés, par exemple, n'ont pas été remplacés par l'écologie, entraînant en même temps un recul sur le présent, ce qu'on appelle le présentisme, et ce que Thierry Gaudin a appelé aussi, dans son livre 2100, la société du spectacle. Alors, dans un très beau livre que je vous recommande, qui s'appelle Exister, résister, le philosophe Pascal Chabot rappelle par ailleurs que toutes ces visions sur le long terme ne sont naturellement pas à égalité. Tout le monde a le droit d'exprimer des visions, mais elles ne sont pas à égalité. Et que le dynamisme des sociétés civiles et même des territoires ou des États doit fortement compter, non seulement avec des filtres médiatiques ou institutionnels, mais aussi avec ce qu'il appelle les ultra-forces, un petit nombre de puissances dominantes, les GAFA et leur équivalent chinois, les banques et fonds de pension too big to fail, quelques grandes ONG, universités ou sociétés de conseil mondiales. Donc, en fait, là aussi, la possibilité d'exprimer des visions n'est pas donnée à tout le monde. En même temps, ce qu'on constate, c'est que l'écart s'accroît entre, d'un côté, des défis énormes, de l'autre, des visions souvent trop vagues, et puis, par ailleurs, des marges de manœuvre qui, dans un contexte de mondialisation mal organisée et conflictuelle, et dans un contexte de néolibéralisme, se rétrécissent, entraînant le sentiment d'une certaine impuissance du politique et un grand malaise démocratique qu'on vit d'ailleurs en France en ce moment. Enfin, il y a des domaines comme celui de la technologie où les évolutions sont tellement rapides que les sociétés semblent n'avoir pas vraiment de prise sur les choix. C'est ce que Bernard Stiegler appelle la disruption, avec comme conséquence la perception, qui mériterait d'être discutée, parce qu'il faut en discuter, la perception d'un grand déterminisme technologique au moins à très long terme. Alors, le volontarisme, en fait, perd du terrain par rapport aux nécessités de l'adaptation, de la résilience et de ce que Dominique Bron a appelé un nouveau mot, la longue urgence, c'est-à-dire le fait qu'on va d'urgence en urgence. Alors, tout cela a naturellement des conséquences sur mon troisième point, il y en a 4 en tout, c'est presque fini, sur ce qu'on appelle en fait les horizons d'attente. Les perceptions par le public du futur lointain, les perceptions de cet avenir, en 2 mots, déjà perceptibles dans le présent. Alors, malheureusement, sur cet horizon d'attente, il y a peu d'enquêtes sérieuses qui portent sur cette perception du futur lointain, mais elles vont tous dans le même sens,
qui est celui d'une vision plutôt très sombre du monde dans lequel vivront les générations futures, en tout cas tel que le perçoivent les habitants de pays développés, et en particulier les Français qui sont champions mondiaux du pessimisme. Alors, il y a quelques exemples. Dans une enquête réalisée en 2019 par Ipsos pour les rencontres de l'avenir animées par Nicolas Bouzou, les personnes questionnées sur quels sont les mots qui évoquent pour vous l'avenir à long terme, alors ont répondu à cette question, 14% optimisme, 35% excitant, mais à 86%, majorité écrasante, pessimisme, inquiétude, anxiété, incertitude. Alors, j'avais dit, il y a une part de pessimisme spécifiquement français dans cette réponse, mais à l'échelle mondiale, la vision du futur n'est pas non plus si rose que ça. À la question, par exemple, pensez-vous que les générations futures vivront dans un monde meilleur qu'aujourd'hui? Il y a une enquête mondiale auprès de 400 000 personnes dans le monde. Et seuls 10% en moyenne répondent oui dans les pays occidentaux, et 42%, et je dirais seulement 42%, dans les pays du Sud. C'est pas beaucoup, parce qu'en fait, ils peuvent espérer beaucoup plus. Sur le climat, l'inquiétude des jeunes est-elle générale et elle dépasse le clivage nord-sud? Dans une enquête réalisée en 2021 par la revue The Lancet, auprès de 10 000 jeunes du monde entier, 76% d'entre eux partageant la même extrême anxiété sur le changement climatique jugeaient l'avenir effrayant, 55% allant même jusqu'à juger l'humanité condamnée. 55, c'est la même proportion que ceux qui, en France, en 2019, considéraient comme possible un effondrement futur. Alors, sur les nouvelles technologies, enfin, là, les opinions sont plus ambiguës, à la fois beaucoup d'optimisme et de pessimisme. Mais si on regarde les enquêtes publiées périodiquement par l'Académie des technologies, l'Académie des technologies qui fait des enquêtes périodiques sur la perception des technologies, et ce qu'on voit, c'est qu'on est passé d'une perception des nouvelles technologies comme à la fois très utiles et pleines de promesses, à une vision où elles sont toujours considérées comme utiles, mais dans certains domaines, et surtout pour 55% des répondants comme inquiétantes. Pourquoi inquiétantes? Notamment parce qu'elles sont développées sans qu'on en connaisse les effets et sans débat démocratique. Et seuls 25% des interrogés pensent en outre que cette technologie pourra à elle seule résoudre des problèmes écologiques. Alors personnellement, je ne crois pas qu'on doive tirer de ces constats que je viens de faire, qui sont assez sombres, c'est vrai. On ne doit pas en tirer une vision définitivement pessimiste du futur. Ce qui est sûr, c'est que ce futur ne ressemblera pas à ce qui existait encore au moment où la prospective a été créée, un futur encore à ce moment-là prévisible, continu, etc. Donc ça, ce qui est sûr aussi, c'est que la panne du futur est une hypothèse qu'on doit envisager avec sérieux et contre laquelle il faut se battre, même si elle n'empêche pas d'agir. Jacques, 3 minutes. Bon, alors, ok, j'ai encore une page, ça va. Alors, en fait, ce que je veux dire, c'est que cette panne de la prospective, cette panne du futur, c'est pas une panne de la prospective. Et celle-ci continue à être utilisée, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la prospective a effectivement une fonction opérationnelle, mais elle n'a pas seulement cette fonction. Elle a aussi comme fonction une fonction sociale qui est d'apporter des réponses aux interrogations ou aux inquiétudes sur le futur. Et ce qu'on peut dire, en fait, pour l'instant, elle ne répond pas vraiment à cette fonction sociale. Il faut bien voir que les réponses qu'elle donne à cette inquiétude sont insatisfaisantes. La prospective n'arrive pas à dessiner des perspectives qui puissent être, par exemple, efficacement opposées soit à la collapsologie, soit à un monde enfermé dans un déterminisme technologique. Malheureusement, je pense qu'on peut dire autant de la science-fiction. Je suis souvent surpris de constater que dans les débats sur le futur, ce sont plutôt des représentants d'associations, des sociologues, des politologues, des philosophes qui sont invités à s'exprimer sur le futur et très rarement des prospectivistes. Et ce qu'on voit aussi, c'est que on peut regretter aussi que des travaux, après des années où il y a eu des travaux très intéressants sur le futur, les années 80-90, comme Thierry Gaudin, comme les travaux du CSG, etc., sur le futur, en fait, il n'y a pas eu de travaux sur le futur lointain depuis cette époque-là. Alors, c'est pour ça que je plaiderai, moi, personnellement, pour 4 différentes orientations pour cette prospective. Première orientation, d'abord, il faut changer de paradigme pour les prospectivistes. Voilà. Il faut revoir en profondeur les représentations classiques du futur de la prospective, qui sont celles des années 70, 80, 90, en introduisant beaucoup plus les discontinuités et surtout en l'idée qu'il y a aussi, dans certains domaines, une inversion de la flèche du temps
qui impose de prendre en compte les notions d'irréversibilité, d'horizon, de délai, de temporalité, de limite, et que donc, en fait, il faut trouver une bonne façon de négocier entre le futur ouvert et l'avenir fermé. Deuxième chose, il faut réinvestir dans la prospective à très long terme et organiser la mise en débat de ces prospectives à très long terme, prospectives naturellement, si possible, positives à très long terme. Comme d'ailleurs l'avait proposé Bertrand Jouvenel, qui proposait d'avoir un débat, d'organiser un débat à travers des forums sur le futur, un débat sur la prospective à long terme, permettant d'avoir un dialogue entre les spécialistes et le public. Alors, cette orientation-là de réinvestir dans la prospective à long terme, c'est un petit peu ce qu'a essayé de faire la Société française de prospective à travers le récit et la Fondation de 1100, à travers les travaux sur la grande transition et la refondation du récit à 2100 de Thierry Gaudin. Mais on en est très loin. Il faut aller beaucoup plus loin dans cet investissement, beaucoup plus loin aussi dans le débat avec le public là-dessus, sur ces visions du futur. Et par exemple, la création de maisons du futur à l'échelle des régions, des territoires, pourrait être une façon d'organiser ce débat. Troisième orientation, c'est aller vers une prospective qui soit beaucoup moins technique, moins repliée sur les logiques de projet. On sait naturellement, c'est très utile, mais en fait, je trouve que la prospective s'est un peu enfermée. Elle doit être beaucoup plus engagée dans le débat social. Elle doit oublier un peu sa prudence axiologique, assumer beaucoup plus sa fonction critique et être plus liée au mouvement des idées, au milieu universitaire, à la société civile, ce qui n'est pas contradictoire avec le renforcement du professionnalisme. Et enfin, dernière chose, et je finirai par ça, plus une phrase à la fin, la dernière orientation, c'est naturellement, et ça c'est l'objet de toute la journée d'aujourd'hui, c'est favoriser et donner la parole à l'imagination et à la mise en récit sous toutes les formes, mais et naturellement l'imagination de tous, c'est-à-dire l'imagination pas seulement des prospectivistes, pas seulement des gens de science-fiction, mais du grand public, des universitaires, des enfants, etc. Donc donner la parole à l'imagination, à la mise en récit, en s'attachant aussi à ce que ces récits, ces visions imaginaires soient orientés vers la construction d'utopies concrètes qui soient réellement à même de susciter des bifurcations dans la société. Donc il y a un problème aussi de connecter l'imagination et le réel, l'imagination et le concret. Ça peut se faire à travers, il y a déjà des initiatives à travers tout ce qu'on appelle le design fiction, où on essaie de lier action et imagination, mais il y a toutes sortes de formes différentes pour faire ça. Voilà, alors je termine maintenant par une phrase. Tout ça, on va en discuter. Et je veux une belle phrase de quelqu'un qui s'appelle Sheila Jasanoff, qui est professeur à la John Kennedy School de Harvard et qui est un peu la grande papesse mondiale de ce qu'on appelle la sociologie des techniques, des sciences et des techniques, et qui finalement résume bien mon intervention. J'aurais pu me limiter à cette phrase. Alors, je cite, « Nous devons consacrer des efforts incessants pour pluraliser les récits, les imaginations ou façons de connaître. C'est essentiel dans un monde marqué par une forte dynamique de standardisation due à la normalisation culturelle et aux sciences et techniques. Le pluralisme est essentiel car penser autrement permet de donner leur chance à d'autres futurs, et d'enrichir le monde commun par des alternatives aux solutions dominantes. » Voilà, que vivent donc l'imagination, le pluralisme et l'engagement. Voilà. Merci. Merci. Voilà une façon à la fois précise et exhaustive de poser notre débat sous un angle à la fois en droit vers l'avenir. Je passe la parole à Antoine Bueno et voilà. Juste une observation pour ceux qui sont à côté de l'orateur, évitez de bouger vos propres feuilles. Parce qu'à ce moment-là, ça couvre la voix de l'orateur à ce moment-là. Mais l'orateur lui-même. Allez-y, Antoine, la parole est 3 minutes, pas plus. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jean-Éric, merci de me donner la parole. Je vais commencer non pas par vraiment intervenir, mais par même poser une question à qui voudra bien y répondre. C'est que moi je suis un peu extérieur à vos débats extrêmement savants. C'est bon, tout le monde entend? Oui, ça va? Je sais pas si le micro fonctionne. Oui. On n'a pas compris. Non.
Alors, mon nom, c'est Bueno, comme Kinder Bueno, comme bon en espagnol. Voilà, les gens retiennent assez facilement comme ça. Je déteste ce nom, mais bon, je suis bien obligé de faire avec. Alors, donc, on essaie. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux. Bref. Donc, moi, je vais vous dire très honnêtement, je ne connaissais pas cette notion de panne du futur. Et je commence, et je vous dis ça, c'est pas du tout, c'est pas pour faire rire hein, que je dis ça. C'est vrai que je suis un petit peu perdu. Je commence un peu en écoutant Jacques à la cerner, mais ça reste encore un peu flou pour moi. Donc, est-ce que la panne, du coup, ça m'est complètement étranger. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de panne de futur. Quand Jean-Éric nous dit plus de futur ou plus de futur, pas de suspense. Hein, moi, j'ai choisi mon camp. C'est définitivement plus de futur. Plus. On a une infinité de choses. C'est là-dessus que va porter mon intervention. Donc, je vais essayer d'être bien bref. Voilà, allez, hop. Jean-Éric, on lance le chrono tout de suite. J'ai un peu bouffé une minute. Donc, est-ce que cette panne du futur, c'est vraiment une question que je pose, c'est la panne de notre capacité à l'anticiper, à faire des prévisions, ou est-ce que c'est la panne de notre capacité, en ayant, nous, prospectivistes, fait des prévisions et des prédictions, à être entendus? Est-ce que c'est l'un et l'autre? Est-ce que c'est l'un ou l'autre? J'arrive pas à... Ce n'est pas une panne de la prospective. D'accord, Ce n'est pas une panne de la prospective. D'accord. Bon, alors dans ce cas, c'est génial. Je vais pouvoir commencer. On est complètement là-dedans. On est complètement en phase. Moi, précisément, la question sur laquelle j'ai travaillé, je le dis parce que les termes précis, si je ne les respecte pas, tout mon propos va s'effondrer et ça serait quand même ballot. C'est est-ce qu'on peut encore prévoir l'avenir? Est-ce qu'on peut prévoir l'avenir aujourd'hui? Alors, c'est une question et je le dis avec un grand clin d'œil adressé à Jean-Éric, qui est un petit peu curieuse parce que elle implique deux choses étonnantes. Première chose, c'est que avant, on pouvait mieux prévoir l'avenir qu'aujourd'hui, et que du coup, aujourd'hui, quelque chose serait produit hein, dans l'air ambiant qui nous empêcherait de mieux prévoir qu'avant. Bon, en essayant de répondre à ces questions, je vais aussi essayer de déboulonner quelque chose qui peut-être circule entre vous, que moi, en tout cas, j'ai beaucoup vu venir dans les médias, puisque les médias vous incitent tout le temps à pleurer en tant que prospectiviste, c'est-à-dire à vous dire oh, mon pauvre vieux, vous interrogez sur l'avenir, etc., mais vous devez être bien malheureux parce qu'on est dans un monde où l'avenir, tout le monde s'en fout, on ne vit que dans l'actualité, la dictature du moment, le court-termisme, etc. Et nous-mêmes, prospectivistes, on a tendance, parce qu'on est humain et que c'est super sympa de se plaindre, à pleurer en disant « Bouh, oui, c'est vrai, personne ne s'intéresse à l'avenir, etc. » Ben moi, je voudrais vous dire exactement l'inverse. Donc finalement, je suis même complètement d'accord avec ce qu'a dit Jacques, mais je vais essayer d'être encore plus positif hein, pour nous donner du baume au cœur, là, pour commencer cette journée, en disant que, en fait, on a énormément de chance. Parce que on ne s'est jamais autant préoccupé de l'avenir qu'aujourd'hui. D'ailleurs, Jacques l'a déjà dit, mais je vais insister là-dessus. Par ailleurs, c'est pour ça que je comprenais pas la notion de panne. Notre horizon de prédiction, il n'est pas bouché du tout. Il est extrêmement large, donc on a un terrain de jeu qui est fabuleux. Et je pense, alors là, un peu contrairement à ce qui a été dit, que dans une certaine mesure, évidemment, on a les moyens de piloter et d'orienter cet avenir. Alors, première question à laquelle je vais répondre, est-ce que avant on pouvait mieux prévoir l'avenir? Premier élément de réponse, avant, prévoir l'avenir, on s'en fichait, vraiment. C'est-à-dire que c'était pas du tout un problème. Autrement dit, quand on pose la question de savoir si on peut encore prévoir l'avenir aujourd'hui, il y a une dimension un petit peu anachronique à la question. Notre rapport à l'avenir, notre rapport au futur, évidemment, il a énormément évolué. Et là, je vous renvoie à un livre qui, moi, m'a beaucoup intéressé, mais peut-être qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent déjà, c'est l'histoire de l'avenir de Georges Minois, où il montre qu'au fil du temps, ce que nous on appelle l'avenir, ce qu'on appelle le futur, c'est pas du tout perçu de la même manière dans les époques au cours des temps qui nous ont précédés. Alors pour sans rentrer dans les détails et prendre vraiment la subscientifique moelle de ce qui nous intéresse aujourd'hui, dès qu'on commence à penser, mais je veux dire même quand on commence à penser comme une corneille ou comme une panthère, hein, évidemment on a besoin du futur. C'est-à-dire qu'on a besoin de se projeter dans une anticipation, dans quelque chose qui va arriver. Hein. Quand la panthère attaque, elle est bien obligée de prévoir que son attaque va avoir tel ou tel résultat, qu'elle va pouvoir se nourrir ou pas. Donc, à plus forte raison, quand on est une forme de vie intelligente, et puis les humains aiment se qualifier de forme de vie intelligente, le futur c'est quelque chose qui est inhérent à notre développement, donc on s'est toujours intéressé au futur. Sauf qu'il y a deux différences majeures entre la manière dont on s'est intéressé au futur jusqu'à aujourd'hui et la manière dont on s'intéresse au futur aujourd'hui. La première grosse différence fondamentale, c'est tout simplement l'horizon temporel.
Jusque-là, quand je dis jusque-là, c'est préhistoire, antiquité, Moyen-Âge, et même encore très récemment, les projections qu'on faisait étaient des projections de très court terme. Hein, les projections utiles, c'était des projections de très court terme. Quel temps il va faire, quelle récolte on va avoir là dans les mois qui viennent. Est-ce qu'on va remporter telle ou telle bataille qui s'annonce, qui est imminente. Est-ce que je vais avoir un fils, etc. C'est-à-dire que l'horizon temporel, ça a son importance. Notre court terme à nous, qui est de 1 à 3 ans, par rapport au questionnement qui s'est posé pendant des millénaires, c'est déjà du très très long terme. Déjà. Bon. Autre chose, c'est que quand les sociétés traditionnelles faisaient des projections de plus long terme, eh bien, paradoxalement, c'était des projections qui les renvoyaient dans le passé. Parce que on était dans des sociétés de temps cyclique, d'éternel retour, et donc les projections ramenaient à un passé mythifié, l'âge d'or, le paradis. Même quand on se projetait dans le jugement dernier, c'était pour revenir au paradis, quelque chose qui était censé déjà exister. Alors ça, c'est l'énorme différence avec le passé. Seconde grosse différence, bien sûr, c'est la méthode, la magie contre la science. Alors, on avait les oracles, les astrologues, les devins, les prophètes, les cartomanciens. J'en oublie sans doute. Autrefois, c'est dommage d'ailleurs qu'on puisse plus le faire nous-mêmes prospectivistes, mais il pouvait être assez sympa de chercher l'avenir dans les entrailles des corbeaux, ou les révélations bibliques, ou le marc de café, ou les cartes de tarot. Bon, aujourd'hui, avec la prospective, on essaye de faire un tout petit peu autre chose. Même si la prospective n'est pas une science, du moins, elle est une rationalité. Bon, ça, c'est une énorme différence. Alors, évidemment, la grande rupture, c'est les Lumières, où on voit triompher la notion de progrès. Donc, j'ai déjà utilisé cette phraséologie de Claude Lévi-Strauss, qui est celle des sociétés froides traditionnelles, qui étaient des sociétés à temps cyclique. Et maintenant, on est dans des sociétés chaudes à temps linéaire. Donc, on est dans des sociétés, et c'est pour ça qu'on devrait se mettre du baume au cœur, on est dans des sociétés qui sont intégralement, consubstantiellement tournées vers l'avenir. Le capitalisme, qui est l'autre manière de décrire notre société, il est lui aussi intrinsèquement tourné vers l'avenir parce que il repose sur la croissance. La croissance, c'est une projection de gains futurs. Sans croissance, je ne fais pas un dessin, vous le savez, il n'y a pas de prêt, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas de production, il n'y a pas de consommation, il n'y a rien. On est totalement dans le futur depuis peu. Et donc, on est nous-mêmes, les prospectivistes, de purs produits de cette société. Vous connaissez le mot de Saint-Just qui disait « le bonheur est une idée neuve en Europe ». Moi, j'ai envie de dire que le futur est une idée neuve dans le monde et on est là pour travailler dessus. On s'y est jamais donc autant intéressé. C'est ça que je voulais dire depuis la révolution industrielle et c'est de plus en plus vrai. Même suite à l'échec des économies planifiées, et ça, Jacques l'a très bien dit, tous les États ont des feuilles de route de pluriannuelles, de moyens, voire de très long terme, et dans tous les domaines, des domaines de plus en plus larges. Moi, je travaille au Sénat, j'ai travaillé sur les lois de programmation militaire, éducation. Récemment, il y a eu la recherche, l'environnement, évidemment, on fait des projections pour le réchauffement climatique à 2030, 2050, etc. Donc, on ne peut pas dire ce que les médias me disent souvent, c'est on est dans une société de l'immédiateté, puis on a tendance à se confier aussi dans cette vision. C'est pas vrai. Alors, maintenant, autre question, est-ce qu'il était plus facile de prévoir l'avenir avant ? Eh ben, je vais faire une réponse qui n'en est pas une, bien entendu, parce que c'est toujours plus confortable. Oui et non. Alors oui, d'une certaine manière, c'était plus facile de prévoir l'avenir avant, puisque dans ces sociétés froides, le rythme du changement était très faible. C'est-à-dire que un père de famille comme je le suis de l'an 1000 pouvait regarder ses enfants dans le blanc des yeux et sans trembler du menton, lui dire que 70 ans plus tard, les choses n'auraient pas changé. Et donc, éventuellement, prévoir des carrières, prévoir des métiers, puisque les métiers n'évoluaient pas. Un boulanger restera un boulanger, 70 ans après, etc. Aujourd'hui, c'est la certitude inverse qui prévaut. C'est-à-dire que si je veux pas mentir à mes enfants, je peux pas leur dire que dans 70 ans, les choses seront exactement les mêmes, puisque la seule chose dont nous sommes intimement convaincus, c'est que dans 70 ans, rien ne sera pareil. Donc de ce point de vue-là, oui, effectivement, c'est moins commode. Mais il ne faut pas non plus embellir les temps passés de notre point de vue de prospectiviste, dans notre problématique de prospectiviste, parce que symétriquement, ces sociétés froides, elles étaient aussi sujettes aux signes noirs.
c'est-à-dire à ces événements absolument imprévisibles là qui nous arrivent, le Covid, la crise de 2008, etc. Puis il y en aurait plein d'autres. Des signes noirs, il y en a toujours eu. Hein, en l'an 1000 comme en l'an 2022, en l'an 1000, il pouvait y avoir une attaque, une invasion barbare, une guerre de succession ou de religion, une catastrophe naturelle, une pandémie. Donc c'était un monde qui était aussi intrinsèquement imprévisible, mais peut-être encore davantage imprévisible parce que c'était un monde inconnu et mystérieux. Donc ils n'avaient pas notre rythme effréné de changement, mais ils avaient une méconnaissance totale de l'environnement immédiat et de la manière dont les choses pouvaient fonctionner, à la fois d'un point de vue géopolitique ou d'un point de vue naturel. Nous, on est beaucoup mieux armés face aux signes noirs. On en connaît la possibilité. On connaît par exemple le risque géopolitique. Le monde est unifié, l'information circule en permanence. On sait très bien quelles sont les potentialités, les risques, etc. Donc on est quand même beaucoup mieux armés et on a des moyens de prédiction de plus en plus performants. Je ne sais pas si vous avez, j'imagine que oui, vu ces expériences qui sont en train d'être menées à l'université de Bourgogne-Franche-Comté, où ils sont en train de mélanger de l'IA, du big data et des équations différentielles partielles pour parvenir à faire des prévisions météo, mais dans le domaine social. C'est-à-dire avec cette grosse machine, ce bousin, à prévoir à quelques jours le nombre d'appels d'urgence qu'il va y avoir dans un service hospitalier. C'est vraiment la météorologie appliquée aux phénomènes sociaux. Donc là, il se passe quand même quelque chose. Donc, en résumé, on a un handicap majeur par rapport au passé qui est le rythme du changement, mais on a aussi d'énormes capacités de prévision. Et d'ailleurs, pour continuer à se faire du bien, je voudrais dire que souvent on me demande dans des interventions, des colloques, est-ce qu'on peut prévoir l'avenir? Alors la réponse qui vient immédiatement, c'est non, c'est impossible, on peut rien faire. Désolé, il y a quand même des gens qui s'y sont essayés et qui ont des succès extraordinaires, tout en ne disposant pas de ce qui va arriver de nouvelles technologies. J'en cite quelques-uns. Tocqueville, bah oui, Tocqueville est plus connu comme un science politologue, un théoricien que comme un prospectiviste, et pourtant il a très précisément, plusieurs siècles avant, imaginé la manière dont nos démocraties représentatives allaient évoluer, à commencer par l'abstention. Enfin, il a quand même prévu que l'abstention, d'un point de vue structurel, allait augmenter, etc. On sort des élections, 2 siècles après Tocqueville, il avait raison, chapeau quand même. Jules Verne, je fais pas un dessin sur les inventions technologiques. Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, 1932, énormément des traits fondamentaux de notre société ressemblent à celles qu'il avait décrites il y a un peu moins d'un siècle. La division de la population de l'ONU, quand même pas mal. En 1950, elle prévoit qu'on sera 6 milliards en l'an 2000, le 6 milliardième humain né en novembre 99. Quand on me dit qu'on peut pas prévoir l'avenir, ben voilà la preuve. Oui, on peut se planter énormément. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans de grandes largeurs. Mais on peut aussi avoir de très beaux succès. Alors, fort de cette certitude et de cet engouement, de ce panache, et j'ai plus mon chrono parce que c'est pas mon téléphone. Alors, je sais pas où on en est là de mon temps, Jean-Éric. Il vous reste 3 minutes. 3 minutes? Bah, ok, c'est toute mon autre partie, c'est pas grave. Alors, est-ce que, du coup, qu'est-ce qu'on peut prévoir pour demain, puisque maintenant qu'on est rassuré, enfin j'espère, on peut essayer de faire. Alors moi j'ai dressé une matrice que je vous soumets mais que vous devez connaître, qui est de dire que l'ensemble des scénarios peuvent être classés en 3 grandes catégories. La première catégorie, c'est j'y réfère à des personnages mythologiques, donc c'est Icare, c'est tous les scénarios de l'effondrement. On se rapproche trop près du soleil et puis on se brûle les ailes, on chute. C'est les scénarios de la collapsologie. Le scénario Prométhée, qui est exactement l'inverse, qui schématiquement est le scénario transhumaniste d'une maîtrise absolue et d'un règlement de tous nos problèmes, à commencer par les problèmes environnementaux, grâce à la technologie, en particulier l'intelligence artificielle forte, et un scénario Janus, qui est intermédiaire, avec un monde extrêmement contrasté, potentiellement peuplé, d'ici quelques décennies, de 2 humanités, une humanité de Dieu, qui possède tous les dons, à commencer par l'immortalité, et une immense majorité de gens qui sont laissés sur le bord de la route. Voilà, ce sont ces 3 grandes, je dirais pas 3 scénarios, mais 3 grandes catégories qui nous permettent, à mon sens, en tout cas moi personnellement, qui me permettent d'y voir un petit peu plus clair. Là où on est où on a un terrain de jeu merveilleux, ou alors si on est un peu pessimiste, de dire que on est un peu plus dans la panade, si vous me passez l'expression, c'est que aucune de ces 3 grandes catégories ne peut être catégoriquement éliminée.
bon, peut-être que je vais terminer là-dessus, parce que c'est peut-être ça l'idée la plus importante, c'est que on pourrait se dire instinctivement que bon, ben, c'est Janus qui est le plus probable pour les décennies à venir, etc. Mais on ne peut pas complètement écarter ni l'effondrement, ni le transhumanisme. L'effondrement, alors je ne veux rien déflorer, mais c'est vraiment l'objet de mon prochain livre, donc des principaux travaux que j'ai faits, mais comme l'a dit Jacques, ne serait-ce que l'effondrement climatique, c'est tout à fait une possibilité. On ne peut absolument pas, avec des lubies libéralo, techno, je ne sais quoi, écarter totalement cette possibilité. C'est un risque, parce qu'évidemment c'est un risque qui est extrêmement sérieux. De l'autre côté, le scénario transhumaniste de la singularité, eh bien, on ne peut pas complètement l'écarter non plus pour les décennies à venir. J'avoue que je n'y crois pas, mais récemment, vous avez peut-être vu Google faire des annonces tonitruantes sur Gato. C'est une, soi-disant, la première intelligence artificielle forte. C'est-à-dire une intelligence artificielle qui, contrairement à nos intelligences débiles faibles de smartphone, n'est pas spécialisée, puisque celle-ci serait capable, et ça paraît vérifié, d'effectuer 600 tâches différentes, mieux que des êtres humains. Donc on est déjà dans la transversalité. Mais de là à dire que c'est véritablement une intelligence artificielle forte, c'est-à-dire qu'elle soit capable de prouesses égales ou supérieures à celle du cerveau humain, à mon avis, il y a une énorme marge, d'autant plus qu'il y a une dimension supérieure au cerveau humain qui est l'affect, et ça m'étonnerait que Gato soit doué d'une forme quelconque d'affect. Bref, tout ça pour dire que notre champ est immense. Et c'est formidable, parce que ça veut aussi dire que les décisions qui vont être prises aujourd'hui et la manière dont on va réussir à parler de futur à nos concitoyens ici ou là peut énormément influencer les choses, et moi je crois à cette capacité d'action. Merci. Merci Antoine pour cette présentation qui complète en fait celle de Jacques. Jacques disait, bon, il y a quand même des voies, on voit la nature de la prospective qu'il faudrait faire aujourd'hui pour être utile à la société, avec cet élément de prospective de long terme, cette ouverture sur tous les possibles. Et là, avec les trois scénarios que vous avez évoqués, Icare, Prométhée et Janus, avec ces trois figures de la mythologie grecque, dont on peut exclure aucun de ces scénarios, en fait, complètement, montre que l'avenir est ouvert et qu'il faut, pour chacun, effectivement, essayer de sortir du brouillard qu'évoquait Jacques. Je voudrais juste rappeler le livre que vous avez publié il y a maintenant 18 mois, ou un peu plus, qui s'appelle Futur, notre avenir de A à Z, et que je trouve personnellement tout à fait remarquable. Voilà. Je passe la parole à Alice Kanabat, qui, elle, va nous proposer un récit, une possibilité de récit autre que ceux dans lesquels on pourrait être enfermé entre soit l'effondrement, soit le solutionnisme technologique. Et Alice Kanabat est présidente de la Fondation pour l'écologie et elle est sociologue. Alice, la parole est à vous pour 20 minutes. Voilà. Bien, merci beaucoup. Il y a un retour. Merci. Alors, je suis présidente de la Fondation de l'écologie politique, non pas pour, et je suis également, oui, en effet, sociologue universitaire, et j'ai commis un ouvrage récemment sur ces questions d'effondrement, sur l'écologie et la narration du pire. Alors déjà, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation, Jacques Tess en premier chef, et puis de m'excuser de ce distanciel décidé par précaution, mais qui finalement, à l'endroit de prospectiviste, me semble être tout à fait, une exigence tout à fait adaptée. Il m'a été demandé, en tout cas, de vous parler assez brièvement de récits. Je ne vais pas vous en proposer un, ce n'est pas le but des universitaires d'être propositionnels, mais en tout cas, je vais rappeler une série de choses qui, au regard de ce qui vient d'être dit, notamment à l'instant, à mon avis, sont importants. Donc, à la fois, vous parlez de récits, à la fois, en effet, vous parlez d'avenir au pluriel, avec toute la conflictualité qui s'y loge. Parce que finalement, on peut avoir l'impression de parfois que nous n'avons pas conscience qu'il y a conflictualité là-dedans. Alors, je souhaiterais introduire donc, le questionnement suivant, par-delà les deux écueils, si je puis dire, de l'effondrement et du solutionnisme technologique. Un autre récit est-il envisageable, est-il possible? C'est-à-dire dépasser en somme les représentations ici jugées apocalyptiques, là iréniques, trop fréquemment incantées. Alors j'ai pour ça encore une fois qu'une petite vingtaine de minutes, donc je vais essayer de procéder de manière très logique, voire peut-être même didactique,
en commençant par rappeler quelques points liminaires, quelques points peut-être même névralgiques à toute réflexion sur ces enjeux. Tout d'abord, évidemment, on le voit, on le sait, on est réunis pour cela, l'écologisation de la société est aujourd'hui assez manifeste, notamment en raison d'une série d'études, de rapports scientifiques qui, depuis globalement une quarantaine d'années, ne cessent de nous informer sur l'état de la planète. Donc, il y a un relatif accord qui semble émerger quant à la nécessité d'une prise en compte, alors pilotage ici, comme disait le précédent orateur, ou peut-être évaluation pour d'autres. En tout cas, un relatif accord semble émerger quant à la nécessité d'une prise en compte face à cette aggravation permanente, cette longue urgence. Mais en revanche, les chemins, évidemment, à emprunter sont beaucoup plus complexes à définir. C'est-à-dire que globalement, réorganiser les modes de vie, les modes d'être, peut en tout cas emprunter différentes formes pour schématiser de la croissance verte soutenue par des solutions technologiques à des initiatives post-croissancistes visant des formes de sobriété assez fortes. Finalement, les écarts de représentation sont assez élevés. Les écarts de transformation socioculturelle le sont tout autant et ils sont évidemment porteurs de conflits. Alors, ces divergences, elles ont toujours, ces divergences de lecture, elles ont toujours existé. L'écologie a de nombreux ennemis, pour reprendre le titre d'un très bon ouvrage de Serge Audier. Mais la situation, finalement, aujourd'hui, se fait d'autant plus critique qu'il y a de nombreux effets qui étaient jusqu'alors relativement silencieux, qui se font aujourd'hui fortement sentir. Donc, on reviendra sur ce que nous a dit notre précédent orateur, mais peut-être qu'il y a quand même une situation assez inédite qui vient modifier évidemment la façon dont on peut concevoir l'évaluation du futur. En tout cas, le rapport 2022 du GIEC, par exemple, vient de dresser un paysage très sombre, augurant, et y compris suite à des efforts de prospective assez intenses, augurant donc d'un paysage sombre, augurant également d'une accélération très inquiétante en matière climatique, évidemment, mais sans parler de la dégradation assez constante, continue en matière, par exemple, de biodiversité. Donc, c'est une très violente confrontation aux limites qui est, et ce sera mon propos suivant, constitutive, je voudrais le rappeler, constitutive du projet de l'écologie politique. Je vais y revenir. Mais elle se trouve évidemment, j'insiste, érigée, cette violente confrontation en limite, différentes représentations du futur. C'est-à-dire que globalement, ça impose comme impossible la continuation pure et simple d'un modèle qui est considéré comme nocif, un business as usual qui nous mène droit dans l'impasse, et d'autres, à l'inverse, qui entreprennent de sauver ce qu'ils considèrent être le projet de la modernité et sa valeur, peut-être même, soit une certaine conception du progrès, une certaine conception de la rationalité, puisque évidemment il y en a plusieurs, que la science et la technologie s'emploient en tout cas à illustrer, pour le dire brièvement. Donc, je voudrais revenir sur les quelques points que j'ai ici très rapidement esquissés. Tout d'abord, j'insiste, nombreux sont les courants d'écologie aujourd'hui, l'écologie politique, postulant comme impossible la perpétuation, la continuation d'un modèle qui est considéré comme dépassé, qui est considéré comme offensif et comme à pourfendre en somme. Certains conçoivent même plausible la survenue d'un effondrement, on a jeté le mot tout à l'heure, de la société, entendu comme la société thermo-industrielle. Évidemment, ici, il ne faut pas confondre effondrement et collapsologie. Je suis certaine que M. Bonneau le sait s'il va faire un ouvrage fort bientôt dessus. Donc, ces théories font aujourd'hui l'objet, dans l'espace public, d'une démarginalisation. Pour reprendre les termes de Luc Semal, qui a commis une thèse extrêmement brillante sur ces enjeux, il est au Muséum d'histoire naturelle. Je n'ai pas le temps de revenir sur tous les vecteurs de cette popularisation, mais je vais juste indiquer que finalement, autour de cette idée, de cette notion, s'est constituée à partir globalement des années 2016-2017, donc très très récemment, une nébuleuse où va s'entremêler études scientifiques, travaux de vulgarisation, certains mouvements aussi communautaires, on pourrait dire, qui va sédimenter un récit qui est donc ce récit décliniste, ce récit effondriste. Donc, à propos duquel j'ai rendu un rapport au ministère de la Transition écologique et solidaire en 2020. Je vous invite à le consulter si ces enjeux vous intéressent.
En tout cas, bon nombre d'enjeux qui s'y rapportent sont passés, et c'est ça sans doute ce qui nous fait le commenter, sont passés dans l'opinion publique et ça interroge. Donc tout à l'heure, Jacques Tess évoquait un autre sondage. Moi, j'évoque souvent celui-ci, un sondage IFOP Jean Jaurès, qui est donc la Fondation Jean Jaurès, qui est paru en 2019 et qui révélait par exemple que 65% des Français indiquaient être d'accord avec l'affirmation selon laquelle la civilisation telle que nous la connaissons actuellement va s'effondrer dans les années à venir. Et 35% estimant que ça pourrait intervenir à 20 ans. Bon, en tout cas, cette théorie et donc tout l'imaginaire qui s'y rapporte se sont littéralement introduits dans la société, ce qui touche évidemment la sociologue que je suis, trouvant des relais de plus en plus nombreux dans les réseaux sociaux, dans les médias. Bon, il faut quand même rappeler, et c'est ça sans doute l'enjeu, que ce récit croise aussi une factualité, croise aussi une série de données matérielles qui lui confèrent sa force, qui fait qu'il est difficile de l'évincer d'un simple revers de main. Les observations scientifiques, par exemple, sont aujourd'hui alarmantes. Vous les connaissez tous très bien. Je survole les niveaux de pesticides, nitrates, métaux lourds, plastiques sont extrêmement inquiétants. Les océans sont exploités à leur maximum. Nous avons dépassé le degré de température supplémentaire par rapport à l'ère pré-industrielle. La concentration de CO2 dans l'atmosphère n'a jamais été aussi élevée depuis plusieurs millions d'années. Selon le rapport du PNUE, les engagements pris lors de l'accord de Paris nous placent sur une trajectoire de au moins plus 3 degrés. Bon. Et puis, évidemment, à ces niveaux de température, une cascade de conséquences irréversibles s'en trouverait potentiellement liées: effondrement de la banquise, dégel du pergélisol, ralentissement des courants océaniques, et évidemment que tous les enjeux géopolitiques, nous ne les connaissons pas si bien que ça. Je peux faire ici aux travaux de François Gémen, par exemple. Outre donc cet état d'urgence climatique, eh bien, nous subissons aussi des raréfactions, voire même des déplétions en série, des ressources fossiles, des métaux rares, sur lesquels nos économies sont basées. Nos sociétés hautement technologiques sont basées. Donc, certains effondrements semble en effet probable, là où d'autres, notamment celui de la biodiversité, peut sembler déjà amorcé. En tout cas, il est aujourd'hui relativement admis. Bref, c'est finalement toute notre actualité que de s'inquiéter de savoir où notre époque va atterrir, pour reprendre l'expression très connue de Bruno Latour. D'où l'attrait évidemment presque névrotique, j'ai envie de dire, pour les récits aujourd'hui. Je pourrais évoquer dans le débat, je ne vais pas le faire maintenant, je n'en ai pas le temps, des initiatives grand public dans lesquelles j'ai été impliquée en tant que jury scientifique et qui sont assez révélatrices de cette névrose, de ce souhait de le traiter et à la fois de cette difficulté à traiter certains futurs. Donc, évidemment, arrivé à ce moment de ma proposition, je voudrais quand même rappeler, je l'ai dit en préambule, mais je voudrais le rappeler maintenant, que cette idée, cette trajectoire, j'ai envie de dire, cette idée d'effondrement, que certains souhaiteraient voir comme le fait de quelques Cassandres pessimistes, elle n'est pas d'aujourd'hui. C'est important de le rappeler parce que ça nous permet de sortir un peu d'une acception qui ne serait que médiatique. L'industrie culturelle n'est pas toujours fait pas toujours bon ménage avec la pensée fine, pardonnez-moi. Donc, évidemment, elle n'est pas d'aujourd'hui, elle est présente même dès le début de l'écologie politique. On la trouve, voilà, aussi, vous connaissez tout ça, je survole dans le rapport Meadows, qui a été l'un des tout premiers à poser la question des limites à la croissance, économique comme démographique d'ailleurs, et à poser l'horizon limitant, c'est-à-dire propre limite, qui est finalement, encore une fois, l'ADN de l'écologie. Au tournant des années 60-70, il y a toute une série d'alertes également scientifiques qui sont introduites, la plus connue étant celle de Rachel Carson, et qui vont participer à structurer le passage du naturalisme des premiers temps à l'écologisme, entendu comme la nécessité d'une autre société, d'une société alternative. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte alarmiste, je le répète, que vont émerger ou que vont se restructurer toutes les associations que l'on connaît aujourd'hui, et puis bientôt les partis politiques également, qui se réclameront de l'écologie politique et qui feront émerger évidemment ce fameux ministère de l'impossible tel qu'on le connaît. Donc la question des limites, elle se pose explicitement
dès le début de l'écologisme et avec celle évidemment des modalités de durabilité de notre civilisation. Alors je pourrais même dire de survie de notre civilisation, mais aujourd'hui évidemment on va être taxé d'être inquiétant, anxiogène si l'on parle de survie, et pourtant je fais référence ici au mouvement proche de Grothendieck, prix Nobel de mathématiques, qui l'a refusé par ailleurs, qui va dès les années 70 dénoncer les orientations, on va dire, que lui en tout cas considère mortifères du développement technoscientifique. La revue Survivre et Vivre sera l'une des revues d'écologie politique les plus influentes. Donc on n'avait pas peur de parler évidemment de la survie, c'est-à-dire d'une possibilité ou d'une précaution en tout cas très forte au regard de ces limites. Donc je ferme la parenthèse. En tout cas, cette perspective, j'ai envie de dire, d'anticipation du pire, et d'où le titre de mon ouvrage, cette perspective d'anticipation du pire, elle est lourde, elle est forte plutôt, d'un lourd héritage, voire même d'une généalogie. Bon, après, notamment, un reflux dans les années 80-90, je finis pas mon propos, mais j'ai fini ce propos-ci, dans les années 80-90, où l'enjeu écologique, d'ailleurs devenu environnemental, redevenu environnemental, va s'institutionnaliser. Eh bien, les années 2000, elles vont voir ces approches regagner en vigueur, notamment dans des mouvements comme ceux de la décroissance, la survenue de ces mouvements, et des mouvements qui vont globalement traduire la perte de confiance assez massive en la rhétorique rassurante du développement durable, notamment après 2009, l'échec de Copenhague. Donc la perte de confiance massive dans cet axiome très important au départ évidemment du développement durable, mais qui a fini par montrer aussi ses propres apories et que d'aucuns vont finir par considérer être un oxymore sédatif. Bref, ce serait une erreur, je pense vraiment dans nos débats, de croire qu'il s'agit d'un objet récent. Le succès actuel de ce mot, en tout cas, même s'il irrite, s'il gratte, tout le monde le commente, preuve en est, le succès actuel de ce mot s'inscrit dans un processus beaucoup plus large, où en fait nos sociétés sont en train de prendre acte que certains seuils d'irréversibilité sont passés et qu'il faut agir évidemment de manière immédiate. Mais, j'insiste, l'idée est plus que centenaire et s'en souvenir quand même permet de sortir de ces cadrages médiatiques qui sont ici caricaturaux, là peut-être apologétiques, pour entrer dans les raisons réelles de l'émergence d'un tel récit. Bon, je n'entrerai pas davantage dans le détail, je vous en renvoie encore une fois, pardonnez-moi, à mon ouvrage si vous voulez regarder la généalogie de cette idée. En tout cas, je voudrais surtout indiquer que cette pensée du basculement, parce que c'est surtout ça qui nous importe, cette pensée du basculement, elle n'est pas évidemment que le fait de quelques farfelus déclinistes. On la retrouve aujourd'hui sous une forme moins agressive, avec le concept beaucoup plus digeste, le concept très lourdement investi des limites planétaires ne parle pas d'autre chose. Des limites planétaires, et on comprend pourquoi, quelque part, définir ces limites, ces seuils, ces points de basculement, ces tipping points, comme on dit, ça suscite un vrai engouement scientifique, parce que c'est un levier, et c'est aussi une sémantique qui est beaucoup plus digeste. Mais ces euphémisations, si je puis dire, elles interrogent. Parce que c'est comme s'il était difficile d'intégrer que toute conceptualisation de seuil, les limites planétaires concernent la conceptualisation de seuil. C'est comme si toute conceptualisation de seuil suppose de conceptualiser et donc de se figurer dans le même temps la possibilité d'un franchissement. La possibilité d'un franchissement et donc d'anticiper ce qu'il conviendrait d'appeler des catastrophes. Donc, j'ai envie de dire que pour ne pas basculer dans du pessimisme, eh bien, nous n'allons pas jusqu'au bout. Et donc, nous n'anticipons pas, évidemment, le pire, c'est un peu tout l'objet de mon propos que de dire qu'il n'y a pas panne des futurs. Nous conceptualisons beaucoup, mais nous conceptualisons beaucoup, mais il y a comme un angle mort. Vous restez 3 minutes, Alice. Oui, merci. Alors, pourquoi plus indigeste? 3 minutes, je ne vais pas avoir le temps du tout d'aller au bout. Pourquoi plus indigeste? Eh bien,
plus digeste, pardon, et bien parce que face à de tels constats, ce sont finalement les prises du futur en train de se faire qui vont varier. Alors, on va très classiquement dégager 3 grandes conceptions que je ne vais pas du tout avoir le temps de développer, et c'est fort dommage parce que c'est l'objet de mon propos. La première est celle de la dématérialisation, technophile évidemment. La seconde est celle d'un autre développement, et la troisième est celle de la sortie du développement. Donc, dans ces cas-là, puisque je ne vais pas avoir le temps de l'évoquer, je vous renvoie aux travaux très fertiles de Fabrice Fripault sur la question. Je vais tout de suite, dans ces cas-là, juste évoquer que ces propositions, finalement, qui sont très clivantes, ce sont aussi ce sont in fine des régimes d'énonciation qui visent à fixer les futurs, comme l'a très bien montré Francis Chateaurenaud, donc, qui montrent bien qu'il n'y a pas une durabilité, ni non plus une transition, comme on voudrait souvent nous le faire croire, mais il y a des visions, des représentations en conflit, chacun tentant de faire passer en habit de vérité ce qui révèle en fait des discours, je le répète, apologétiques. Autrement dit, derrière tout récit, sourde une vision politique. Et on comprend mieux pourquoi les narratifs et les scénarios environnementaux qui vont combiner modèles, discours, vont faire l'objet de nombreux travaux et que l'on voit se côtoyer dans un tel cadre d'incertitude des narratifs très différents. Finalement, plus qu'une bataille des récits, c'est une bataille d'orientation qui se joue. Il y a opposition entre narratifs dominants et narratifs alternatifs, les derniers essayant finalement d'accroître la panoplie des questions explorées, tandis que les narratifs dominants, plus consensuels, évidemment, essayent, eux, de réduire le champ des mesures à réviser, des modifications surtout culturelles à instiguer. Je vais peut-être clore en rappelant que, on le voit ici, il y a un clivage très fort entre, j'allais dire, modernisme, réformisme environnemental, entre modernisation écologique et réformisme environnemental, et là, aspiration discontinuiste, Jacques Tess l'a très bien dit tout à l'heure, j'ai envie de dire même contre-hégémonique, et cela scinde aujourd'hui les 2 figures que j'ai mentionnées en introduction, ce qui est ici conçu comme des outils de réalisme politique, rationnement, sobriété, planification écologique, et ailleurs perçu comme bribe d'une écologie quasi autoritaire. Il y a de nombreuses diatribes qui sont fréquemment opposées à toute formulation visant à réinterroger le récit moderne et les attentes qui semblent le nourrir. Et c'est un désamour, j'ai envie de dire, qui est absolument partagé par ceux qui voient à l'inverse, dans les turiféraires de la technique, une vision à minima naïve et déconnectée de la matérialité réelle de la crise écologique pour celles qui ne sont pas carrément dangereuses. La géo-ingénierie, incarnant par exemple ce techno-enthousiasme réformateur, présenté comme une innovation de par son artificialité assumée, c'est-à-dire conçue comme fonction du niveau de progrès, voire de prouesse scientifique, visant donc un objectif vertueux, la modification du climat pour diminuer la température de la planète, vous le savez. Donc, pour d'autres, il s'agit d'expériences qui sont prométhéennes, qui sont à haut risque, qui engendrent évidemment des effets de dérèglement plus importants encore pour la planète. Et j'en conclus. Alors, comment finalement sortir de l'arrogance de la prouesse qui ignore ses propres apories et de l'abattement tendanciel, éco-anxieux de la pensée des catastrophes? Eh bien, peut-être en réintroduisant de la modestie, de la mesure, du réalisme. On le sait bien, et depuis longtemps, en tout cas dans les humanités environnementales, donc à l'université, c'est le récit continuiste classique qui semble aujourd'hui constituer le nœud du problème, en ce sens que nos discours, nos processus de décision politique s'inscrivent traditionnellement dans un méta-récit qui est celui d'une histoire humaine qui ne prendra jamais fin. Le fameux développement, qui est à cet égard une illustration de cet idéal performatif. Et comme les travaux auxquels je vous renvoie de Bruno Villalba le montrent très bien, l'introduction du délai, le délai résulte, lui, de la déduction que l'histoire de notre monde moderne ne peut plus se construire sur le modèle du continuisme. Et c'est une grande nouveauté pour la prospective. Sur le modèle du continuisme, il est au contraire une phase très particulière d'examen, de doute, qui doit prendre appui sur les connaissances scientifiques évidemment du moment pour estimer le temps restant avant que la situation ne soit devenue complètement et définitivement irréversible. J'aurais
eu encore beaucoup d'autres choses à dire, mais je crois qu'il faut que je m'arrête ici. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment. Oui, c'est toujours difficile dans des temps d'arriver à dire tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on aurait envie de faire passer comme message, mais c'est quand même très clair ce que vous avez proposé, cette idée de développement durable qui est un oxymore, cette idée que finalement on est face à un basculement. On peut appeler ça tipping point, on peut appeler ça autre chose, mais c'est une réalité. Et que pour sortir de cette situation où finalement on est dans une façon très, très conflictuelle entre ceux qui ont un certain optimisme et qui continuent à croire dans les capacités de développement et de créativité des sociétés, notamment sur le plan technologique, et ceux qui disent ben non, c'est pas possible, il y a vraiment une rupture et on va à la catastrophe. Il reste cette démarche qui est finalement celle de la modestie, de la modération, et en même temps de la nécessité de s'y plonger aussi rapidement que possible pour avoir du temps devant soi et pour se donner des délais. Donc je crois que sur le plan de la posture psychique, la posture mentale, individuelle et collective, ce que vous venez de dire est important, même si ça ne donne pas sur le plan concret nécessairement la réponse. Merci. Je passe la parole pour finir à Marie-Hélène Cailleul qui, précisément, elle va nous faire atterrir d'une certaine manière, ou nous dire dans quelles conditions on peut atterrir, en abordant la question de l'intelligence collective pour passer de l'anticipation à la transformation des sociétés. C'est quelque chose d'un peu plus large comme concept que l'action. L'anticipation à l'action, l'anticipation à la transformation. Marie-Hélène Cailleul, merci d'être présidente du laboratoire européen. Merci Jean. Allô, allô. Juste activé. Et voilà. Merci beaucoup. Alors avant de commencer, donc sur le thème lui-même de mon intervention, qui est effectivement l'intelligence collective de l'avenir, comme solution pour passer de l'anticipation à la transformation, j'avais deux petites remarques préliminaires. Déjà, sur la question de la crise, qui est le sujet de ce panel, de la crise de l'avenir, je voulais quand même préciser une chose, c'est que c'est une crise de l'avenir occidental. C'est une crise occidentale de l'avenir, plus exactement. Il faut relativiser, c'est important de le faire. Quand on parle des merveilleuses décennies de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est vrai pour l'Occident. Quand on est au Moyen-Orient, ça se passait très mal, c'était pas si linéaire et non critique que cela. Et aujourd'hui, en revanche, on voit des régions du monde où l'avenir est moins questionné. L'avenir est plus, on sait plus à quoi ça va ressembler, on voit plus vers quoi on va, on a plus envie d'avenir. Donc l'Occident, il a un problème aussi de plus envie d'avenir parce que il s'y voit plus tout simplement. Alors on est là, effectivement, on a toute une lutte en fait pour essayer de revenir dans l'avenir. Mais voilà, donc je voulais déjà distinguer et dire d'ailleurs que donc moi je dirige quelque chose qui s'appelle le laboratoire européen d'anticipation politique et ce que je vais raconter, c'est vraiment depuis un angle spécifiquement européen. Je reste 2 secondes sur cette question de savoir si notre rapport à l'avenir, en tout cas en Europe, comment il a évolué. Et je voudrais vraiment repérer trois périodes qui sont liées à nous, notre histoire d'observation de ce rapport de l'avenir de l'Union européenne. Je parle bien de cette base-là, où en fait, je dirais, c'est un peu caricatural, jusqu'en 2016, jusqu'au Brexit, en gros, l'Europe s'est posé aucune question sur l'avenir, mais aucune. C'est-à-dire qu'on a commencé à voir effectivement des rapports 2020, 2030, 2040 apparaître, mais très très à la marge. L'Union européenne elle-même n'avait produit aucune vision 2020 dans les années 2000 par exemple, et on a enchaîné toute la décennie 2000 sans s'occuper de tout ça effectivement. C'est que en 2016, enfin 2008, la crise des subprimes, les crises ensuite de terrorisme, les crises de Libye, les crises, enfin voilà, on a toute une série de crises qui commencent à arriver, qui fracturent le système, qui questionnent effectivement notre modèle. Et en 2016, on a le grand choc du Brexit, où là, effectivement, l'Union européenne est bien obligée de se dire comment ça se fait que notre merveilleux modèle, il commence à y avoir des acteurs majeurs comme l'Angleterre qui ont envie d'en partir, donc peut-être qu'on va se poser des questions. Et on a
là une période, donc je dirais no future hein, sur cette période-là, c'est pas un sujet. À partir de 2016, on a en revanche, et ça correspond avec plein d'autres choses. Il y a le Brexit, il y a Trump, il y a Macron en France, il y a des éléments qui font qu'il y a une fenêtre d'opportunité. Et puis, effectivement, on a plus généralement toute une émergence de plein de discours, effectivement, sur l'avenir dont certains ont parlé ici. Donc, on a au contraire là un excès d'avenir, trop d'avenir presque. Mais en même temps, c'est extrêmement créatif. Et puis, le Covid arrive. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, ce qui se passe avec le Covid, c'est que tous ces fantasmes qu'on a eu sur un avenir où, grâce aux nouvelles technologies, tout allait devenir possible, il y a une forme un peu d'enthousiasme hein, dans tout ça. En 2020, les gens ils se sont retrouvés dans la réalité concrète de ce à quoi pourrait ressembler effectivement une société d'où l'humain est enfermé chez lui, derrière des lunettes 3D, sort plus dans la rue, pour effectivement redevenir compatible avec l'écologie, etc. Et on a, je trouve, en 2022, une nouvelle tendance qui émerge, enfin 2021 déjà, qui est un retour à la réalité. Après cette folie d'avenir, j'ai l'impression, moi, qu'on a une espèce de retour à la réalité qui, quelque part, est assez négative au sens où les gens sont en train de... Et je trouve ça c'est intéressant de remarquer que on a ce big resign, big resignation, ce big quit dont on parle beaucoup en ce moment, les gens qui quittent leur boulot, pression, des tas de problèmes qui sont liés effectivement à un rejet de ces visions d'avenir qui subitement ont semblé être expérimentés dans le cadre des confinements, du Covid, de cette énorme crise. Et donc aujourd'hui, ce retour à la réalité, il va falloir effectivement enclencher des avenirs réalistes. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus trop les humains pour le faire avec. Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut réengager la société humaine. On voit la démission professionnelle, on voit bien évidemment la démission politique, hein, on l'a vu dans les élections récemment. Donc il y a une démission de l'humain qui commence à se dire, finalement, ça fait 20 ans qu'on nous raconte qu'on est trop nombreux sur la planète et que de toute manière, on va être remplacé par l'intelligence artificielle. Bon, bah ok, salut. Donc, et ça, en réalité, ça pose un problème. On est en train de se rendre compte que l'économie, elle a bien besoin des humains et qu'il va falloir les ramener, hein, ces humains-là. Et là, ça m'amène à mon thème, donc qui est cette idée de réengager les humains. C'est la question de la crise de l'avenir et de toute la problématique qu'on a eue de, à la fois une capacité d'anticipation, mais en même temps une incapacité politique. Elle est liée au fait que finalement, les dirigeants, quels qu'ils soient, d'entreprises, politiques, etc., ils ont essayé de travailler sans les gens. Et en fait, d'ailleurs, on peut considérer que oui, voilà. Donc non, je vais m'éloigner, je vais prendre trop de temps. Donc je vais revenir donc à cette idée donc que finalement dans une société complexe comme la nôtre, elle restera complexe malgré les tentatives de simplification qu'on a actuellement. On a besoin de réengager la société dans son ensemble. Alors, excusez-moi, j'ai un coup de... Oups. Alors, sur cette question de réengagement de l'humain, nous, finalement, dans l'IP, on est arrivé à on a une image qu'on utilise, qu'on aime bien utiliser, c'est l'image des bancs de poissons. Voilà, ça va. J'espère que ça va vous parler. Ces bancs de poissons, vous avez tous ces images, on voit bien ces nuages de poissons qui font des formes magnifiques, qui vont quelque part, qui sont forts parce qu'ils sont ensemble, et qui semblent ne pas être dirigés par qui que ce soit. En réalité, donc l'analyse qu'on en fait, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont comment ils fonctionnent ces poissons? Ils ont tous un objectif implicite commun qui est la survie. Donc leur avenir, c'est survivre. Ensuite, ils ont un système d'information commun qui est l'eau, dans laquelle qui leur envoie des messages qui ont les mêmes messages à tout le monde, qui sont des messages de vibration, de couleur de l'eau, d'odeur, etc., qui leur donnent les mêmes informations à tous sur les dangers, les opportunités, etc. Et ils ont tous à peu près le même cerveau. Et par conséquent, même système d'information, objectif commun, même cerveau, de fait,
chaque poisson est en capacité de prendre des décisions qui sont à peu près les mêmes, qui vont dans la même direction, sans qu'il y ait qui que ce soit qui soit obligé de récolter l'information, prendre une décision, généralement en matière idéologique, de renvoyer cette information à tous les poissons qui reçoivent l'ordre à des moments différents, et on a un système chaotique. Donc on est bien dans une société complexe aujourd'hui, comme voilà nos sociétés multi-acteurs, extrêmement informées, etc. On est bien dans c'est un modèle qui semble pouvoir nous parler. On a un collectif humain qui est maintenant connecté à des systèmes d'information comme les poissons, en fait. C'est-à-dire, on nage tous dans un Internet qui nous envoie les mêmes systèmes d'information, les mêmes informations. Il faut voir ce que c'est, ça c'est une énorme différence, hein. Avant Internet, il y avait une différence énorme entre les dirigeants qui avaient leur système de renseignements généraux, leurs officines, machin, etc., qui avaient accès à une information complètement différente et beaucoup plus fine que le citoyen. Aujourd'hui, l'écart entre les citoyens et les dirigeants, il s'est considérablement resserré. Alors après, il y a bien sûr des enjeux de savoir comment optimiser, améliorer la capacité du citoyen, et là c'est de l'éducation, à bien utiliser Internet pour effectivement arriver effectivement au même niveau que le dirigeant. Et à ce moment-là, les dirigeants pourrait, en faisant confiance avec un système, avec des éducations qui permettent aux citoyens de mieux utiliser toute cette masse d'informations disponibles, on pourrait re-rentrer dans une logique de confiance entre dirigeants et citoyens, où les citoyens deviennent vraiment des acteurs participatifs de la décision, mais c'est là que je trouve intéressant de se dire que finalement, est-ce que le dirigeant de l'avenir, c'est quelqu'un qui continue à prendre des décisions, ou est-ce que le dirigeant de l'avenir, c'est quelqu'un qui crée les conditions pour avoir un collectif, quel qu'il soit, que ce soit dans une entreprise, dans un groupe, dans un pays, dans une ville, etc., un collectif en qui il a confiance, qu'il va informer et où les micro-décisions de chacun envoie le groupe dans la même direction, qui est une direction d'adaptation nécessairement. Alors tout ça, ça paraît un petit peu théorique, mais nous on a commencé à le mettre en pratique. Par exemple, dans un petit univers qui est l'univers d'un groupe de business school. Alors c'est un groupe, c'est déjà intéressant. On n'est pas seulement sur une école, on est sur plusieurs écoles. Et en fait, en 2019, on a lancé un projet qui s'appelle l'école de l'avenir. Bon, c'était pas très original comme thème. Et en fait, sur la base de deux mots sur la méthode d'anticipation politique. D'anticipation politique, hein, mon think tank c'est le laboratoire européen d'anticipation politique, et un des prédicats fondamentaux de la méthode d'anticipation politique, c'est de démocratiser l'avenir, dédramatiser l'avenir, arrêter de dire que c'est un truc d'expert, extrêmement compliqué, etc. Nos cerveaux sont tous des machines, tous nos cerveaux sont des machines à anticiper, et il suffit de les nourrir mieux, d'en avoir conscience de cela, et de mieux l'utiliser. Donc voilà, donc sur la base de la méthode d'anticipation politique qui est faite pour permettre de désinhiber les gens par rapport à l'avenir, nous avons fait donc des formations des intervenants de l'INSEC, des professeurs, à cette méthode. Donc on a sensibilisé, hein, plutôt que formé, on a sensibilisé à l'avenir et à la méthode d'anticipation politique. Les gens qui ont été formés, on leur a proposé de se connecter sur un groupe WhatsApp pour rester ensemble, continuer d'échanger de l'info sur l'avenir de l'école, l'avenir de la pédagogie, l'avenir, enfin voilà, toutes des questions d'avenir de l'école. Donc on a échangé et puis on a commencé à créer on a lancé un rendez-vous mensuel qui s'appelait les Cafés du Futur, où tous les mois, un groupe significatif de ces études, de ces professeurs se retrouvaient pour parler alors assez vite on est tombé dans le Covid, donc on a parlé de l'impact du Covid sur nos pédagogies, sur l'école, on a parlé des grandes transformations systémiques globales pour repositionner l'école dans un monde qui se transforme, on a parlé de sujets comme l'interculturel au XXIe siècle, etc. Donc chaque Café du Futur, on se donnait des thèmes. On partait du principe qu'on était un collectif quand même intelligent, des profs, des gens éduqués, des gens qui venaient de secteurs aussi très différents, donc diversité aussi des acteurs. Hein. Et on invitait à chaque fois certains de ces professeurs à s'exprimer pour initier le débat, c'était des petites conférences. Et puis il y avait derrière de la discussion, etc. Et il y a eu un vrai engouement pour ce projet-là, avec effectivement des enseignants qui se sont mis à non seulement d'abord se reconnecter, hein, on est très cloisonné dans l'enseignement, chacun travaille dans son coin, donc ils étaient déjà très contents d'être connectés
à ce collectif, à cette communauté apprenante. Et puis, ils ont commencé à se sentir effectivement responsables de l'avenir de leur école. Et puis, ça a donné énormément de motivation, des propositions, l'envie de faire des propositions à l'administration. On a fait donc tout un travail de cette nature-là. Mais ce que moi j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que finalement, là où il y avait vraiment le plus de transformation, c'était moins sur de nouveau ce combat qu'on essayait de mener, de faire, de lister nos recommandations à nous et d'essayer de les faire adopter par l'administration. Là, ça crée de nouveau de la frustration, etc. En revanche, ce qu'on a tous constaté, c'est que ces échanges-là nous modifiaient nous-mêmes individuellement dans notre manière d'enseigner. Donc, on était bien en train de créer une école agile qui effectivement est connecté à l'extérieur, au monde, aux transformations, aux objectifs de progression, etc. Et nous, en fait, sans se rendre compte très précisément de ce qui se passait, eh bien, en réalité, c'est les micro-décisions individuelles qui étaient en train de créer de la transformation, bien plus que les grandes décisions qu'essayait de prendre l'école. Alors, l'histoire se termine mal, c'est que ça s'est arrêté, cette expérience, justement parce que l'école a été rachetée par un fonds d'investissement machin qui a voulu streamliner tout et qui s'est mis à mener des réflexions dans son coin, sans intégrer du tout cette démarche-là. Et on s'est retrouvé du jour au lendemain, au mois de septembre, avec des consignes qui n'avaient absolument rien à voir avec tout ce à quoi on avait réfléchi. Et il y a eu, alors là, pour le coup, des motivations, mais immédiates. C'est-à-dire que là, il y a eu énorme déception. Et depuis, ils ont passé une année là, avec des démissions sur le dos, etc., de tous les côtés. Voilà. Donc, faire confiance. Alors, c'est le mot de la fin. Hein. Alors, voilà. Non, juste un mot, c'est que là, ce que je viens de décrire sur un micro-univers comme ça, je pense que ça donne des idées sur à quoi pourrait ressembler la démocratie demain. Alors, nous, on a travaillé dans le passé sur quelque chose qui était le Parlement de la zone euro. Et pourquoi on a travaillé sur le Parlement de la zone euro? Parce que bon, il y a eu une époque où tout le monde s'est dit pour transformer l'UE, il faut effectivement peut-être passer par un niveau infra. La zone euro, c'est pertinent, on partage la même monnaie. Donc politisons cette entité-là, enfin une sous-entité de l'UE qui serait la zone euro. Et il y a des gens, pas seulement nous, qui ont travaillé sur l'idée d'un Parlement de la zone euro. Et nous, on a vraiment beaucoup travaillé pour essayer de dire que si on faisait effectivement, si on avait l'opportunité d'inventer un Parlement, il fallait absolument l'inventer sur les principes 21e siècle. Alors, non des intermédiaires, des intermédiaires justement, pardon, où les parlements tels qu'on les connaît actuellement, ils viennent au moins du 19e siècle et avant, où effectivement il n'y avait pas Internet et où il fallait bien avoir des représentants. Est-ce que au XXIe siècle, on ne peut pas imaginer des plateformes parlementaires sur lesquelles il y a finalement assez peu d'intermédiation, où directement les gens peuvent être, les citoyens peuvent être connectés, voilà, et avec effectivement une logique de responsabilisation, d'information commune de tout ce monde-là, de responsabilité de l'avenir, et bon après il y a des mécanismes, je ne vais pas rentrer parce que là je vais partir dans quelque chose de très long, mais on a beaucoup réfléchi à ces questions-là, mais voilà, c'est les mêmes principes qui devraient fonder le prochain modèle politique dont on a besoin pour que le système de gouvernance prochain soit capable d'intégrer l'impératif d'anticipation à un système décisionnel, mais peut-être beaucoup plus décentralisé que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Juste le dernier mot, donc c'est cette idée de confiance. On a dans la crise de l'avenir, il y a une crise de confiance en l'avenir, confiance dans ses dirigeants, confiance des dirigeants dans leurs citoyens. Et je pense que ce que je viens de dire, ce serait peut-être le premier des prédicats, c'est de refaire confiance dans l'humain, dans son cerveau, et d'arrêter de parler d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est qu'un outil au service de l'intelligence humaine qui reste absolument, bien évidemment, centrale. Merci. Je voudrais juste est-ce qu'il sera... Le son est un peu haché, mais vas-y, réintervenir. Je viens de dire que c'est pas tout à fait sûr, parce que tout à l'heure, Jacques nous citait quand même des chiffres sur les jeunes des pays du Sud qui n'étaient pas très optimistes.
La deuxième observation que je retiens, et que je pense que cette métaphore du banc de poissons est très juste. Il y a quelque part dans l'humain des racines animales et réfléchir à partir de démarches éthologiques me paraît essentiel pour progresser dans la prospective de long terme. Et le dernier point que je voudrais souligner, qui complète ce que disait tout à l'heure Alice Canabat sur la posture psychique qu'il faut avoir, qui est celle de la confiance. Tout à l'heure, on parlait de modestie et de modération. Là, c'est la posture psychique des dirigeants qui se disent si, au fond, je suis un vrai intermédiaire entre l'avenir et les citoyens et que je me mets à l'écoute de leur propre façon de voir, de ressentir, avec des informations communes, partagées, on peut progresser. Voilà quelques éléments que je retiens. Je propose que Olivier demande à la salle et à l'auditoire s'il y a des questions auxquelles il souhaite avoir des réponses de la part de nos 4 panélistes. Intervenants de cette table ronde, donc une personne en distanciel. Donc, exercice très court de questions-réponses, puisque faut que ça roule aujourd'hui. Donc, ce que je vous invite à faire, ça va être difficile, c'est à poser votre question en moins de 45 secondes et aux intervenants à y répondre en 2 minutes. Comme ça, on aura une diversité, on se donne 10 minutes. Après, on trouvera quelques minutes seulement pour faire une pause technique et aussi pour ceux qui sont passés un peu vite, qui n'ont pas signé le registre, bien d'aller signer le registre. Ça, c'est pour le côté de pause. Voilà, manifestez-vous ceux qui veulent poser une question. J'ai vu d'abord Geneviève et ensuite je viendrai de là. Geneviève, très bien. Alors, moi, j'ai d'autres capteurs que vous, puisque je suis futurologue, donc j'ai d'autres instruments et d'autres méthodes. Et le pessimisme qui a été évoqué, il s'explique extrêmement bien. Et pour ce qui nous concerne, nous, Français, Européens, Occidentaux, il y a des sujets que vous avez effleurés, passés sous silence, c'est le mécanisme économique. Aujourd'hui, le progrès détruit l'emploi. Le progrès détruit l'emploi et les fonds. Non, attendez, on en discutera off parce que c'est très long à discuter et c'est le cas de vos travaux et je connais vos travaux, donc je sais qu'on n'est pas d'accord. Et voilà. Et c'est l'effondrement de la classe moyenne, et l'effondrement de la classe moyenne, c'est vertigineux. Il y a la prédominance des GAFA et des BATX qui a été évoquée. Vous savez qu'un système informatique de taille majeure a une durée de vie de 20 ans, donc ils sont au bout. Et d'ailleurs, vous le vérifiez, si vous avez besoin d'une preuve, Cheryl a quitté Facebook, c'est la messe est dite. Voilà. Donc il se passe beaucoup de choses. J'ai trouvé que le pessimisme dominait vos propos, alors que moi, si vous lisez mes travaux, vous verrez que c'est l'optimisme. Et je voudrais savoir si vous avez privilégié l'optimisme pour ouvrir les débats de la Trinity, ou si c'est vraiment ce que vous ressentez, vous le vivez très fortement. Voilà, c'est ma question. Question précise, réponse courte. Oui, moi je veux dire une chose. En fait, c'est pas un problème d'optimisme ou de pessimisme. Malgré ce que je dis, qui va être pessimiste, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'en fait, on a changé de futur. On n'est plus dans le futur des années 70, 80, 90, etc. Il faut tenir compte de la réalité. Donc, c'est à la fois, effectivement, le fait que les gens sont pessimistes, mais pour des raisons qui sont légitimes. C'est pas seulement un problème de crainte des gens irrationnels, etc. C'est-à-dire que, en fait, ce que pensent les gens, c'est moi ce que je pense aussi en même temps. Bon. Mais ou les prospectivistes peuvent le penser en même temps. Mais c'est pas un problème de pessimisme. C'est un problème simplement, c'est qu'il faut se rendre compte, c'est que les prospectivistes, ils doivent changer de culture. C'est la matière sur laquelle ils travaillent, en fait, qui a changé. La matière, elle n'est pas la même. C'est pas la même, voilà. Et donc, moi, ce que j'appelle, c'est une révolution intellectuelle des prospectivistes. Et donc, il faut sortir. En particulier, c'est pas un problème de méthode. En fait, on a des très bonnes méthodes. On fait plein de prospectives. Je l'ai dit, c'est pas un problème de la prospective en tant que telle. On a des méthodes. On peut faire impliquer le public dans tout ce qu'on veut, etc. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on ne peut plus maintenant raisonner sur le futur comme on le faisait il y a 30 ans ou il y a 20 ans. Et encore moins il y a 70 ans quand on a inventé la prospective. C'est ça que je veux dire.
Voilà. Et donc, il faut changer. Il faut changer en particulier. Pourquoi? Parce que la prospective, en fait, elle s'adresse de plus en plus à un monde fermé, qui est le monde des gens qui, bon voilà, et elle s'adresse pas du tout, elle répond pas du tout à l'anxiété, à l'inquiétude du public qui est réelle, et parce qu'elle n'est pas engagée avec la société. Elle répond pas aux inquiétudes. Par exemple, je vais vous dire, je finis par ça. Ça a failli être cool. Par exemple, le scénario Janus. Le scénario Janus, ça m'intéresserait qu'on en... Je suis sûr qu'on peut faire une deuxième. Alors, en une phrase, juste, je suis pas sûr qu'on ait été pessimiste. Enfin, je crois, je parle sous le contrôle des intervenants, mais Jacques, son propos m'a semblé ni pessimiste ni optimiste, mais assez descriptif. Moi, j'ai essayé justement d'être très optimiste en disant, ben, c'est génial, on a une capacité à prédire, on a une capacité à faire, à avoir une influence, etc. Ma voisine, c'était pas pessimiste du tout, puisque au contraire, elle ouvrait sur une possibilité véritablement démocratique, etc. Et puis Alice, non plus, c'était la modération, il y avait une porte de sortie, quoi. Donc, moi, j'ai pas ressenti ça. Non, je suis d'accord. Ouais, Merci. Alors, j'ai lu. On vous lira. Alors, peut-être oui. Non. Je peux me permettre un commentaire très brièvement. Il me semble, puisque Jacques Tess a parlé de changement, j'ai envie de dire paradigmatique, que c'est sans doute la façon même dont la question est posée dont il faut sortir. On parle souvent, disons que la binarité, elle a quand même le vent en poupe sur espoir versus catastrophisme, pessimisme versus optimisme. Peut-être que le propos ici est d'être plutôt dans la question du réalisme, et que tout à l'heure, je crois que c'est Antoine qui a évoqué cette question de rationalité. Je pense que l'idée est d'entrer dans une autre rationalité qui, je le répète, viserait à réintroduire un peu de modestie et peut-être aussi à sortir de certains logiciels qui nous ont menés là où nous sommes, c'est-à-dire par exemple la maîtrise, ou en tout cas la sensation de maîtrise. On parlait, et mon dernier mot sera ici, tout à l'heure de certains auteurs qui auraient été avant-gardistes. J'ai envie d'inviter à relire par exemple Ivan Illich, qui avait très très bien parlé du monde dans lequel nous sommes, et notamment de cette idée de la contre-productivité et du gigantisme. Et il me semble que ces enjeux-là, qui pourraient permettre une autre rationalité, qui ne sont pas qu'une posture psychique, mais qui est aussi une posture pragmatique, eh bien, pourraient nous aider à sortir de cette binarité entre pessimisme et optimisme. Voilà, on finit là. Merci. Alors, on a plusieurs questions. Ce que je vous invite à faire, c'est de poser en 30 secondes dans le cadre de ce site. On lit les différentes questions. Et ensuite, on laisse les panélistes y répondre. Donc, question courte. Donc, je parle au niveau des conseils de développement. Ce sont des structures qui sont aujourd'hui sur les territoires. Donc, on parlait des poissons, je pense qu'on essaie de faire des bancs de poissons aussi sur un réseau, par exemple, en Bretagne. Et on voit bien que depuis les dernières élections municipales, on voit aussi dans tous les territoires des conseils citoyens, les gens, ils ont envie de faire autre chose aujourd'hui. Et donc, moi, je pense que pour avoir une vision pessimiste, je pense que c'était le gros frein aujourd'hui des circuits politiques. Et je dis, comment on peut faire, par exemple, dans la loi aujourd'hui, il y a marqué que les communautés de communes, par exemple, devaient faire un débat, devaient faire participer les gens au débat, les associer à la population. Ce débat-là, il a eu nulle part en France. Alors que il y a une loi. Il n'y a pas d'espace. Non, il n'y a pas d'espace, c'est lui, il y a une peur bleue des citoyens. Merci. Donc, effectivement, 30 secondes. Bonjour. Ma question est un peu générale. Je vais paraphraser l'histoire d'un des pères de la physique critique qui disait il est trop de penser que la physique parle de la nature, la physique parle du regard que nous avons sur la nature. Je me demandais si vous pouvez paraphraser en disant qu'il est faux que la prospective parle du futur. Elle parle du regard que nous avons sur le futur. Merci. Autre question? Alors. Comment pensez-vous des serious games, c'est-à-dire des jeux sérieux pour se recultiver, pour revisiter le futur et partager des compétences variées? Je pense à l'animateur de la fresque du climat, par exemple, qui a formé 300 000 personnes en 3 ans, qui est traduit en 15 langues. Il y a aussi, on a la chance de recevoir Julien Dossier tout à l'heure pour parler de la renaissance écologique. Il y a aussi Inventons nos vies bas carbone, qui est aussi un jeu. Enfin bref, il y a une trentaine de jeux sérieux autour de nos problématiques. Ça permet, je pense, à la presse de la biodiversité et du vivant, qui n'a pas été beaucoup traité ce matin. Enfin bref, que pensez-vous des jeux sérieux qui se propagent très rapidement, qui se développent heureusement? Merci. Une dernière question ici. Je reviens sur
l'horizon temporel. Vous avez dit ce qui a changé, c'est l'horizon temporel, pour savoir si c'est plus facile ou moins facile de faire des prévisions. Il y a aussi, je pense, l'horizon spatial qui est fondamental, en ce sens qu'on est dans un problème qui est devenu global par rapport à des appréciations qui pourraient être plus liées aux États locaux. Et la question, finalement, c'est d'un nouveau regard global, comment on se structure, comment on s'organise à une échelle globale pour faire de la prospective qui puisse embrasser la globalité de ce problème, l'envergure du problème. Merci. Donc, l'espace de discussion, le regard, les jeux et la dimension spatiale, 4 champs de questionnement. Qui veut prendre la parole? Je vais répondre de manière très courte. Je crois que la question qui était posée par la première personne, c'était un peu sur la démocratie directe. Moi, je pense que la démocratie directe, personne n'en veut. On a les moyens, comme ça n'a pas été le cas depuis presque 2500 ans de la faire, avec les nouvelles technologies, mais fondamentalement, personne n'en veut. Les moyens technologiques ont été utilisés jusqu'ici par certains régimes comme la Chine, par exemple, et il y en a d'autres qui s'y mettent, pour faire exactement l'inverse, c'est-à-dire un totalitarisme pur et parfait. Et avec ces mêmes moyens, on pourrait faire une démocratie directe, mais personne n'en veut, tout simplement parce que, évidemment, ça viderait de la substance du pouvoir des actuels gouvernants, donc ils ont absolument aucun intérêt à mettre ça en place. Et puis même les gouvernés perdraient à peu près tout, c'est-à-dire notre capacité à ne pas nous emmerder avec les affaires de la cité, tout en pouvant se plaindre, ce qui est quand même extrêmement confortable. Et quand je dis ça, c'est de moi dont je parle. Donc je crois que fondamentalement, on va pas y aller. Niels Bohr, est-ce que notre regard est parfaitement subjectif? Moi, je suis d'accord. Complètement d'accord. Et je vais vous faire une confidence que je devrais pas faire parce que ça va m'enlever toute crédibilité, mais bon, je m'en fous comme j'ai plus d'orgueil. Effectivement, je pense que j'arrive pas à être objectif dans mes travaux et que j'essaye de faire advenir des résultats que je recherche, que j'attends à partir de présupposés et de souhaits, de désirs, de rêves d'enfants. Donc, dans ce sens-là, j'ai envie d'être dans le futur, mais c'est vrai que d'un point de vue strictement académique et objectif, c'est pas terrible. C'est un peu du travail de merde. Troisième, Serious Games. Moi, j'en ai entendu parler et on m'en a dit grand bien, mais je l'ai pas expérimenté, donc je peux pas vraiment en parler. Mais c'est une méthode qui, sans doute, vu que c'est ludique et que ça fait participer les gens, qui doit être extrêmement utile. Et ensuite, là, le changement de perspective, bah, vous avez raison, oui. Maintenant, enfin depuis très peu de temps finalement, on doit s'interroger sur l'avenir du monde de manière globale et c'est inédit. Effectivement, jusque-là, c'était pas du tout le sujet. Bon, juste une petite réponse. Sur les consultations du public, on est en fait le public est consulté sur beaucoup de sujets différents. Le problème simplement, c'est que c'est très cadré, c'est des débats très cadrés sur des sujets très précis. Par exemple, l'école, dont on a parlé tout à l'heure, en fait des sujets. Mais il doit y avoir aussi un débat sur des choses beaucoup plus générales. Et les gens sont intéressés à la fois par des choses très spécifiques, très précises, mais ils sont aussi intéressés par le futur en général. Donc au futur global, etc. Les gens s'intéressent aussi au global, ils s'intéressent pas seulement à leur environnement quotidien, etc. Et donc c'est pour ça, moi j'ai plaidé pour des maisons du futur à l'échelle des territoires. C'est-à-dire que pour pouvoir à la fois susciter de la coproduction de futur, etc., de l'imagination, etc., mais aussi qu'on débatte aussi, y compris d'études qui sont faites par des prospectivistes sur tel ou tel sujet ou pas, qu'il y a un endroit pour organiser le dialogue entre les gens qui travaillent sur le futur et puis le public, etc. Et qu'on en discute comme ça. Soit pas simplement, le public soit pas seulement invité à participer à des débats cadrés sur tel ou tel sujet précis, etc., etc. Hein? Parce que quand j'ai parlé tout à l'heure des enquêtes, sur les horizons d'attente des gens, les horizons d'attente, c'est très général. Les horizons d'attente, ça intègre tout, ça intègre le monde à long terme, à court terme, les horizons différents, etc. Et donc ça, il faut aussi qu'on aborde ce sujet-là. Voilà. Sur les serious games, j'ai pas grand-chose à dire parce qu'en fait, je pense que simplement il y a un problème toujours dans toutes ces méthodes en fait de participation du public ou de co-construction de choses, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque part à un moment donné une relation avec l'action quelque part. C'est-à-dire que simplement ce soit pas seulement un jeu d'imagination, mais qu'on puisse aussi faire une liaison avec l'action. Ce que j'ai évoqué dans mon intervention tout à l'heure. Un dernier point, Marie-Hélène, et puis oui, rapidement. Donc juste sur la question effectivement des consultations, c'est le modèle en fait qui va pas. C'est vrai que l'idée de consulter le peuple
pour ensuite en déduire ce qu'on veut, et puis réappliquer ça à des gens qui n'ont pas été consultés et qui donc se reconnaissent pas dans le contenu de la consultation, ça fonctionne pas, quoi. Il faut arrêter. Aujourd'hui, on a tous les outils pour connecter tout le monde à tout le monde, et c'est plutôt dans ces directions-là qu'il faut aller. Par secteur, en revanche, par groupe, par école, par lieu, oui, il faut des milliers, des milliards de niveaux de discussion, de débat, mais où le but, c'est la micro-décision. Voilà, je répète ça. Et alors sur les serious games, alors nous effectivement on s'était intéressé justement sur notre histoire sur l'histoire de l'élection, d'ailleurs de l'élection européenne, d'essayer d'amener des jeunes à faire une élection virtuelle pour justement les amener donc une élection européenne virtuelle où ils seraient producteurs de contenu et d'idées, de partis, de solutions, etc. Pour que ce soit pas juste on vote pour on sait pas quoi et on sait pas ce que ça donne ensuite, mais pour essayer justement de commencer à mettre en perspective à quoi pourrait ressembler une élection en 2050. On espérait que ce soit avant, on pensait à 2020 à l'époque. Bon, maintenant on est plutôt à 2050 si on veut espérer que ce genre de. Donc les serious games, ce serait peut-être c'est pour effectivement permettre de mettre en scène des nouvelles manières de faire. C'est très intéressant. Ok, merci. Alice, un dernier mot et on va passer à la pause. Okay, merci. Très brièvement, je crois que ce qu'a dit tout à l'heure Marie-Hélène Cayol était très important en conclusion. Il y a une crise de confiance, notamment des dirigeants dans leurs citoyens. La première question qui a été soulevée là, qui est celle des conseils citoyens et de la consultation du public en général, évidemment, ça vient d'être rappelé, les modalités sont tout à fait imparfaites aujourd'hui. Néanmoins, moi, je constate encore une fois en tant que sociologue, c'est un mépris qui est croissant dans les considérations, dans ce que la parole citoyenne pourrait aussi faire émerger, une certitude d'ignorance aussi, bon, toute une série de choses, encore une fois, que la sociologie politique peut lister avec beaucoup malheureusement, d'insistance, parce que ça fait longtemps quand même que tout ça est diagnostiqué, mais qui crée des fractures dans les régimes de réalité aujourd'hui, avec ici une classe dirigeante certaine de sa rationalité, là des certitudes ou des éco-anxiétés citoyennes qui se sentent non considérées. Donc je pense que ça interroge beaucoup et ça devrait sans doute peut-être même un tout petit peu inquiéter. C'est le premier point. Le deuxième point, et le dernier, c'est sur la serious game. C'est à peu près dans la même lignée. Moi, je crois. Alors, j'ai participé évidemment à l'animation. J'ai fait une recherche-action autour des fresques du climat, pour une part. Et par ailleurs, comme j'enseigne aussi beaucoup ces questions, je vois bien mes étudiants aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a pas un défaut de connaissance. Nous pouvons nous en féliciter. Aujourd'hui, il y a d'énormes dispositifs qui sont mis en œuvre et globalement, la connaissance citoyenne est assez élevée. Elle doit évidemment être encore et encore et encore. Il doit y avoir de l'insistance, notamment pas tellement que sur la connaissance, parce que c'est ce que fait la fresque du climat, mais sur les modalités avec lesquelles il va falloir entrer en action, et notamment le moins. Tout à l'heure, il y avait le plus, bien là le moins vers lequel il va falloir de toute façon, de manière ou d'une autre, tendre. J'ai envie de dire, dans un esprit de provocation que vous accepterez, j'espère, un auteur qui est beaucoup commenté dans les théories de l'effondrement, qui s'appelle Jared Diamond, qui n'a pas dit que des bêtises, d'ailleurs notre ancien Premier ministre le commentait lui-même, et qui parle d'une chose qui s'appelle l'effet de ruine, et qui consiste en une disposition psychique qui voudrait qu'on n'abandonne pas une stratégie sous prétexte de l'avoir jusqu'à présent beaucoup chargée. Il me semble que s'il devait y avoir peut-être un endroit dans lequel les connaissances, ou en tout cas des jeux sérieux sur ces questions-là devraient être appliqués, peut-être ce n'est pas de manière citoyenne, mais ailleurs. Vous voyez à quoi je fais référence. Voilà. Et enfin, pour répondre très brièvement à une question qui a été posée dans le chat, il s'agissait de la dématérialisation, de l'autre développement et de l'après-développement, et vous pouvez retrouver ces questions en regardant les travaux notamment de Fabrice Flippo. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci Alice. Alors justement, le chat, parce qu'on n'est pas seulement présent, on est aussi en distanciel. Je vais repasser la parole à Jean-Éric, justement pour un dernier commentaire, après ce sera la pause, sur justement ces commentaires que nous avons en ligne sur le chat. Jean-Éric. Oui, merci beaucoup. Alors, la réponse à la question posée à Alice a été apportée par elle-même, c'est-à-dire qu'elle a répondu sur les 3 points qu'elle avait évoqués. Il y avait une question dans le chat pour les reprendre. Il y a une question à propos de Marie-Hélène Cayol pour la référence probablement à l'expérience qu'elle a évoquée de cette école, qui d'ailleurs s'est mal terminée. Est-ce qu'il y a une publication là-dessus ou pas?
Voilà. Et il y a une observation qui a été faite, c'est que effectivement, à la Société française de prospective, avec une équipe qui était dirigée par Fabienne Goubaudiman, la première présidente, on a créé un jeu de la grande transition et qu'on va diffuser à partir de la rentrée de septembre, qui précisément stimule l'imagination sur la manière dont on peut aborder les grands problèmes à long terme de nos sociétés, et qui est en rapport au fond avec cette appropriation au niveau local, au niveau individuel, au niveau de petits groupes de la prospective, et qui, à mon avis, était quand même une des conclusions qui ressortent des discussions qu'on a eues aujourd'hui. On se pose des grandes questions, mais par-delà le pessimisme et l'optimisme, c'est la réappropriation au niveau individuel et du collectif, dans le concret, qu'on peut s'en sortir. Voilà, je m'arrêterai là. Merci à tous. L'enjeu, c'est d'être intelligent avec le futur, et l'enjeu, c'est d'être intelligent avec les 5 minutes qui viennent. C'est la pause. Et donc, je compte sur votre co-responsabilité pour qu'on se retrouve dans 5 minutes. Donc, faites ce que vous avez à faire. Et j'invite les participants de la table ronde suivante à prendre position. Merci.